C'est bon pour toi? Moi, j'ai tout. Vous, c'est bon? Go. Allez. Bueno. Bonsoir tout le monde. Peut-être pour commencer, une remarque d'un télo pénible. Une. Et après, j'arrête. Si tu me demandes, je vais te dire non, donc fais ton truc. Ok, je vais faire mon truc. Quand on raconte une histoire, ça s'appelle un récit et il y a des personnages dans l'idée. Ça, c'est très intéressamment, peut-être le contraire, dans le sens où c'est ce que moi j'appellerais un récitatif. C'est-à-dire que plus que raconter l'histoire, c'est la faire. C'est, d'après moi, l'histoire d'une survie qui est en train d'être faite, qui est en train d'être vécue, qui est en train de s'élaborer pendant l'écriture ou la lecture, et c'est l'histoire d'un sujet qui s'invente, d'après moi. D'un sujet qui est une activité, une énonciation. C'est peut-être pour ça que c'est un des livres de poésie les plus rafraîchissants que j'ai lu sur les 10 dernières années. Il s'appelle Le bonheur vient d'en bas, de Non Merci. Et par ailleurs, il est, outre ce que je viens de dire, il est illustré par des dessins de l'auteur, des peintures. Et je suis très content de pouvoir en discuter avec Non Merci, parce que c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup et que j'espère que vous aimez beaucoup, que vous aimerez beaucoup. Et on va peut-être commencer par des lectures. Absolument, merci pour ta présentation. Du coup, merci à tous et toutes d'être là, je suis contente. Genre, il y a du monde, incroyable. Alors que c'est de la poésie, je suis contente. Du coup, je vais vous lire des extraits. Tu me dis? Ok, super. Ce poème, il s'appelle Non Marcy. C'est mon blaze. Non de crever la gueule vide, Marcy. Ou la gueule pleine de dents rongées, la langue plaît d'être la nuit mâchée. Crève race, je veux un lit, se reposer. Ce poème, il s'appelle Au trou denté. Je connais les griffes du trou, les dents du noir. J'ai vu dedans de plein corps, et je connais comment on sort. Après longtemps et après lourd, j'en reviens droite. Alors, droite d'œil et droite d'épaule, je dis parole au trou qui mange tous les prénoms. Touche-la pas, elle. J'arrache à tes yeux haine ses yeux coton, à ta bouche trou son cou papier. C'est ma frangine. Dégage. Ce poème, il s'appelle Mensonge. J'ai plus de goût pour la caverne, pas de penchant oblique. Les seins au buste sont pointés face. Et si tu droit dans mes yeux plonges, assure-toi d'être toi-même de cet esprit. Sans quoi, le feu t'épluche la peau jusqu'au mot vrai du cœur milieu, mensonge. Ce poème, il s'appelle La peau suffit. Sors, mon frère, du trou d'argile, où la tête à l'envers, on a bu et bu et bu, droit comme un trait, à nos propres tétines. La main qu'on tient, la petite, est forte. Appuyons-nous sur nos coins durs. Soyons l'une l'autre une solide marche à marcher. Sors, ma petite race, du trou d'argile. Je te promets que c'est la peau qui protège et qu'elle suffit. Ce poème, il s'appelle Lumière-trou. Au-delà la merde, au bout, il y a lumière-trou. Tombe, pas peur si lumière-trou. Donne pas ta chair pour rien, pure perte. Tombe vers le haut. Les câlins morts, c'est rien. Tombe, Léna. Ce poème, il s'appelle Le corps en jachère que nous perdons pour rien. Les mains se posent sur moi, toute ma douce race. Ont été pourvues du droit de pousser, les bouches de sucer moi, toute ma douce race. Rien ne reste qui ne soit en jachère.
Pourtant, toi égale toi toujours, c'est-à-dire rien du tout. Comment se fait que qui nous prend tout demeure égal à zéro ? C'est le mystère premier de la domination. C'est en joie, c'est au plein du jour que moi, toute ma douce race, mille dépouillés, ouvre nos dents, ouvre grand, jusqu'à ce que la tête soit toute fendue, que nous avons perdu pour rien. Ce poème, il s'appelle « Le trou gourmand ». Je dis non. Ma tête s'en trouve tout épluchée. On voit mes dents jusqu'à la racine et mes yeux tout ronds. Mais je dis non aux choses auxquelles il convient de dire non, et cela est bien. Le trou gourmand gobe et le temps, et l'espace, et moi. Eh ben même, je dis non aux choses auxquelles il convient de dire non, et cela est bien. Ce poème, il s'appelle « Bien moins tôt que ça ». On n'est pas là pour bosser, ni pour vivre en vue de vous. On est destiné à mourir bien moins tôt que ça. Aujourd'hui, s'il te plaît, aujourd'hui, va pas bosser. Juste aujourd'hui, pas. Tu es destiné à mourir bien moins tôt que ça. D'où ils ont la joie, les épaules légères et des petits déjeuners jolis, tandis que tous les gens que j'aime, ils meurent tôt et elles meurent morts. Ce poème, il s'appelle « La patience aux yeux ronds ». J'arracherai la peau du sol avec mes doigts, même si ça saigne. On trouera tout ça vers une poche d'eau souterraine, ou poche de boue, ou poche de lait. On trouera tout ça, et on vivra fier, et on vivra droite, et on vivra la patience aux yeux ronds, sous les pieds des gens qui s'entremangent. Ce poème, il s'appelle « L'écarisseur bouché ». La tête d'écarisseur du tireur bouché l'est plus du monde, l'est retournée chez elle, à la maison du franc-tireur bouché. Les abattoirs, ça fait des cloches dessus la tête et des remparts en côte de porc. J'aime pas les flics et les bouchers, non plus les profs, désolé. Je mange la soupe du premier bol qu'on m'a tendu, je rends les griffes du premier coup qu'on m'a collé. Ce poème, il s'appelle « Les yeux de par-dessous ». Dépossédés de tout le reste, non est le seul mot que nous ayons en main. Il vole, caillou de flamme, jusqu'à ton crâne. Bam! Couché par terre, enfin, tu nous regardes par en dessous. Tes yeux demandent « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ?» Maintenant que tu te trouves au sol, enfin, tu découvres que le monde n'est qu'un plafond humide. Enfin, tu vois le monde par en dessous. Enfin, tu vois le monde d'avec nos yeux. Mais dis donc, dis-moi, où ils étaient ces yeux tout tendres quand c'était nous par terre, demandant « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ?» Ce poème, il s'appelle « S'armer semblable ». J'arme de ma force et m'arme en retour de tous les anus attrapés quand les yeux étaient clos. Au temps où on dort, l'enfance, la crise, la misère, l'amour, tous les états desquels on pouvait tirer sans effort l'ouverture de nos corps. La basse, la haute, la dorsale, l'oblique, celle qui parle ou qui voit, à soi pour en jouir ou par impatience, ou parce qu'elle était là. Moi, trou, j'arme de ta bonté, de la confiance qu'il fallut pas voler, du mou attrapé de tes yeux, de ta cuisse, du cri étouffé dans la couette, tiède, gentille.
J'arme mon corps et t'arme en retour de nous, pour une guerre sans coup, à la mort, impossible à perdre, vérité. Ce poème, il s'appelle « Soyons à vivre sans ». Pupilles pointées à l'intérieur et trous au plein du jour, retroussés. J'ai la religion des semblables au sol qui dit « Soyez à prendre soin ». Et pour les autres, dissemblables, celle du consensus joyeux qui va à la paix par la mort de nous, soyons à vivre sans. Ce poème, il s'appelle « La peur ronde ». Je ne connais ni la colère, ni le deuil, ni la souffrance, ni le ressentiment, ni la jalousie, ni le regret, ni la nostalgie, ni le désespoir, ni l'angoisse, ni la tristesse. Seulement la peur ronde du fond de gorge qui met les côtes en nénuphar. Seulement la spirale élancée qui part de moi et m'y retourne en jet d'eau noire. Seulement l'ordre armé de boire sa propre soif. Et un dernier poème qui s'appelle « Crawlback ». Se cacher dans la hauteur des herbes en attendant qu'elle passe pour lui faire boue. Gratter des ongles la terre humide et s'en faire un masque, pourvu qu'il sèche vite et mime bien la face de ceux qui grognent. Faufiler son corps dessous les maisons des gens, écouter par-dessous le son que fait l'amour du matin jusqu'au soir. Être en veille, accroupi à l'envers sous cette histoire-là. Manger par les racines ce qui se calfeutre dans l'argile du sol, faire glisser les tiges jusqu'aux fleurs dans la terre élastique, sans barbouiller la face, n'en être pas désolé. Suivre à talons plats les chemins de cailloux, crier prénom au ciel sans jamais de réponse. Savoir ce qui est et ce qui n'est pas. Entourer de son corps le petit chien vivant qui tiédit par le ventre. Regarder ses yeux de phoque et lui pleurer tout le long du museau. Pourquoi tu me regardes, le petit chien ? Qu'est-ce que tu me veux ? Désespéré de ce regard en boule qui ne demande rien. Être joyeuse à la fin du souper que rien n'est manqué. Crier prénom à celui qu'on nourrit et ne pas être entendu. Devoir ranger seul la table. Marcher à rebours jusqu'au pli doux qui s'habite. Marcher back jusqu'au matin. Crawler back jusqu'aux sous-couettes qui teintent opaque le jour et en protègent. Quand le jour est blanc fluo, il faut ce genre de stratagème. Ou quand il est bas et gris, comme à Paris. Crawler back, back, back jusqu'au lieu auquel on consent. Dire « j'y consens » et y emménager. Dresser devant soi une porte lourde qui signe que chez soi se consent et que le dehors ne s'habite pas. Comment se débarrasser du dehors, je ne peux pas le dire. Crawler back, back, back jusqu'à soi. Ne sortir que lorsque la peau aura été pleinement tendue sur le dedans. La peau voile qui permet de sortir sans se perdre, d'être guidé au vent, de ne jamais s'embourber là où on n'a pas consenti d'être. Merci. C'est bonne ambiance, hein. Ouais. Je suis super content de ton choix de poème. Ah bah attends. Dedans, il y en a facile 6 de mes préférés. Ah ok, trop bien. Moi, j'avais une question que j'ai trouvée cet après-midi et j'étais super content d'elle. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, elle est partout dès la couverture et que bon, c'est probablement quelque chose auquel tu as beaucoup réfléchi. Mais c'est que je trouve que dans ton livre, dans ton texte, il y a 2 mouvements ascendants qui sont
ils se bagarrent entre eux, disons. Il y en a un qui est l'entassement de cadavres, boucherie, horreur, domination surplombante. Et il y en a un autre qui est celui que dans le poème Lumière-Trou, t'appelles tomber vers le haut. Ouais. Et celui-là, il est au contraire subite, léger. Et il fait aller en haut d'où tu peux regarder l'autre montagne d'écroulement, de plus haut, de plus vrai, de plus juste. D'ailleurs, c'est un truc qui revient, c'est une posture qui revient. Il y a soit que ce soit la voix qui s'énonce dans le poème, qui la conseille à des alliés, à des tus qui sont plus, soit qu'elle la revendique comme pour elle, qui est d'être droit. Non, il y a beaucoup ce côté être droit. Et puis aussi, par exemple, il y a un très beau moment où tu dis « Maintenant que je possède mes propres mains, je me demande s'il fut toujours facile d'escalader les arbres. » Ce qui veut dire que tu as déjà été en haut, non, et que tu as pu regarder l'autre montagne d'entassement de horreur. Et je me demandais ce que tu pensais de, d'ailleurs, cette même trajectoire, hein, que je peux voir un peu comme ça. Wow. Lui, il tombe vers le haut, et lui, c'est l'entassement de horreur. Et d'ailleurs, tu dis le bonheur part d'en bas. Il faut partir d'en bas, vient d'en bas pour pouvoir tomber haut. Ouais. Voilà. Ah putain, tu m'as bombardé pour la première question. Désolé. Non, je te remercie. Je te remercie. Ouais. Les deux mouvements ascendants. Moi, je vais répondre à cette question de manière politique. De toute façon, tout mon rapport à ce texte est politique et en tout cas, je ne vais pas y répondre en parlant de mon procédé d'écriture ou quoi, parce qu'en fait, on s'en tabasse vraiment. Mais d'un point de vue politique, c'est une question intéressante parce que, en effet, et tu la poses d'une manière intéressante parce que tu la poses sans aucune forme de simplification. C'est cool, t'as pas dit il y a un mouvement du sauvetage, il y a un mouvement de la mort, quoi. Parce que tu aurais pu dire il y a de la domination, mais en même temps, il y a une sortie de crise, ce qui est. Mais tu l'as dit d'une manière hyper intéressante. Et en effet, je pense que ce double mouvement, d'un côté de l'espèce de constat effaré de l'accumulation de catastrophes. Il y a un poème qui s'appelle L'immense charnier à Boliron. Et en effet, c'est l'idée littéralement d'un tas de cadavres dont je dis dans le poème que tout le monde détourne les yeux. Et en effet, il y a l'idée dans ce texte, dans ce recueil, et dans peut-être la position politique de la survie et de la psydissidence, il y a l'idée que nous, on n'en détourne pas les yeux. On n'en détourne pas les yeux. Ça me fait penser à un poème de Charlotte Delbo qui m'a intéressée, dont je parle souvent dans les ateliers d'écriture que je fais, où elle parle, elle dit « c'est difficile, quand on a regardé la mort à prunelles nues, de revenir et de regarder les vivants aux prunelles opaques ». Et c'est un extrait de poème dont je parle énormément avec des semblables et des camarades pour essayer de penser ce que c'est que cette condition de la survie. Vous voyez qu'il est hyper... Bref, je ne vais pas trop parler de Charlotte Delbo parce que pour une fois que je peux parler de mon texte. Genre. Mais c'est intéressant. Oui, c'est une position hyper ambiguë, ambivalente et qui demande de pas céder aux simplifications parce qu'il y a, dans les romantisations de la psydissidence ou de la survie, il y a vachement cette idée de... D'ailleurs, combien sont les personnes à qui on a dit ça ? Il y a vachement cette idée de c'est vrai que tu as vécu des trucs horribles, mais qu'est-ce que ça t'a rendu impressionnant ? Qu'est-ce que ça t'a rendu forte ? Toi, j'aurais bien aimé, moi aussi, me faire violer à 16 ans pour avoir toute cette... Et genre vraiment... Mais non, mais c'est une vérité absolue, quoi. Enfin, vraiment, les personnes psytypiques et indemnes sont dans une forme de jalousie, genre, ah, mais la profondeur que ça te donne. Et genre, je pense que justement, donc il faut absolument pas tomber là-dedans. Cependant, maintenant que j'ai pris mes précautions sur ces trucs-là, en effet, je pense, une fois qu'on a dit ça, qu'il y a une forme de revendication. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on a tort, mais il y a une revendication de vérité, en effet. Et il y a une revendication d'ascension. D'ailleurs, dans les moments où j'ai écrit ce texte, je n'utilise pas ce mot, mais j'appelais ça en toute modestie la libération. J'avais voulu me le tatouer sur le torse. Et littéralement, mon psy m'avait dit ça fait un peu trop FLN, genre. Et je ne sais pas si je suis d'accord avec lui, mais de fait, je ne l'ai pas tatoué, quoi. Peut-être ça viendra. Mais j'appelais ça la libération. J'avais vraiment ce concept que j'avais inventé. Je parlais à tout le monde. Ouais, mais tu sais, moi, depuis que je suis libérée, depuis ma libération et tout. Et en effet, c'est comme ça que j'ai appelé. Et les poèmes, l'écriture vient de cet endroit-là. C'est-à-dire l'impression d'avoir pu s'augmenter
peut-être se réparer d'une certaine manière en plongeant les yeux dans la catastrophe inouïe qu'est le monde dans lequel on est, dans la catastrophe inouïe qu'on nous a fait. Et je trouve que c'est une position que je défendrais volontiers parce que j'ai l'impression que dans le monde psytypique et indemne de la normalité, en fait, il y a une certaine conception du bonheur, parce que le texte s'appelle « Le bonheur vient d'en bas », et en effet, il vient de, je pense, ce constat de la catastrophe et de la survie à la catastrophe. Dans le monde normal, entre guillemets, celui qui se revendique de la normalité, il y a cette idée que le bonheur vient de la clôture face à la catastrophe, quoi. Il vient d'une espèce de déni, il vient d'une espèce d'indifférence, il vient d'une espèce de fermeture à la catastrophe. Et je pense que c'est comme ça que les gens normaux se trouvent bien, quoi, sont heureux. Et en fait, il y a en effet la revendication d'un bonheur que je crois supérieur à celui-ci et qui consiste à regarder la vérité dans les yeux et à faire le deuil d'une espèce d'image du monde, quoi. Une image dont je ne veux pas caricaturer, une image qui est partagée par tout le monde. L'idée que les parents aiment leurs enfants, l'idée que... Sorry, pardon. Et certains... Oh putain, il y a des enfants, c'est une galère de parler. Non, mais tu vois, j'avais pas mieux... Enfin, l'idée que travailler, c'est normal. L'idée que travailler, c'est normal, par exemple. L'idée que travailler, c'est normal, je mets à la place. Je suis trop contente si vous aimez vos enfants, vraiment. Mais l'idée que travailler, c'est normal, par exemple, je pense que ça répond. Tu racontes l'idée de libération, du tatouage peut-être un peu FLN, et tu fais ce geste-là, et je regarde page 189, tu dis « Je te bénis dedans ma tête, car tu pointes dessous ton nez ton bras nouveau. C'est ça qui est faux, et c'est ça qui est vrai. Partageant le futur en deux, je prie le Dieu de nous, celui du sol, pour que dans ta cavale, personne ne t'attrape. » Et c'est ce que... C'est la vérité, ouais, c'est ce que je voilà, pense. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je pense, ouais. Donc en fait, j'avais pris aucune précaution pour le dire. Vraiment, c'était messianique à fond. Ouais. Vraiment. Mais c'est bien, hein, il n'y a pas de honte. Non, il n'y a pas de honte, mais on est nombreux. Et en fait, c'est rare. Il y a aussi ce truc d'annoncer un événement sur la psydissidence et l'écriture. En fait, il y a des idées. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris des précautions, alors qu'en effet, j'aurais pu répondre oui, on va prendre le monde avec 500 corps défoncés et on va répandre la vérité sur le monde entier et tout. Mais bon, en fait, ce qui peut fonctionner dans la poésie, j'avoue que tenir un discours sur la poésie, en ayant annoncé un événement sur psydissidence et poésie, sachant que personne ne parle jamais de psydissidence, c'est-à-dire folie, traumatisme, etc., je me sentais un peu la responsabilité, je pense, générale, peut-être pas liée à ta question, mais de casser un certain nombre des représentations communes sur la psydissidence, la folie, le traumatisme, etc., qui sont particulièrement connes et particulièrement dangereuses politiquement. Donc c'était pour ça que je voulais dire, il n'y a pas de « on est les fous, on sauve le monde, c'est merveilleux, on est la nouvelle vérité ». Enfin, donc je voulais quand même prendre cette précaution-là, mais je pense que ça y est, c'est fait. Du coup, vu qu'on politise, et que tu as raison, le livre, je trouve qu'il y a une sorte de crescendo où de plus en plus ça va vers un collectif. Il y a 6 parties au livre et par exemple les 3 dernières s'appellent « Au semblable »,« La peur ronde »,« Enfin des vagues solides » et c'est complètement de plus en plus, ça devient une consigne de manif limite à la fin, hein, et c'est bien. Hein. Et pas n'importe quelle manif du coup. Ouais, bah, la tienne. Une qui n'a jamais eu lieu vraiment. Ouais. Mais et du coup, c'est beau aussi ça dans le sens où au début, dans ce mouvement ascendant que je dis, par exemple, il y a tout, dans ton texte, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours adressé. C'est jamais du journalisme sur tes états d'âme ou telle expérience ou tel truc. C'est une parole qui s'adresse à quelqu'un, parfois pour heurter, parfois pour, et c'est ce geste que je voulais souligner, dire escalade. Viens sur mes épaules, viens ici à côté. Viens sur mes épaules, mais n'oublie pas de me donner les tiennes. Soyons l'une l'autre la marche. C'est important. Non, complètement, c'est pas du tout. Moi, j'ai des épaules et toi, tu as. Voilà, non, non, plus jamais ça, non, vraiment non. Mais par exemple, oui, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup ce toi qui ça s'adresse, ce toi qui tu l'as lu dans un des poèmes là, qui s'appelle Petite Race. Ouais. J'aime beaucoup Petite Race parce qu'en plus Petite Race, elle s'oppose très fort à Grande Race, qui est. Ce qui n'est pas une expression que j'utilise, mais tu l'as reconstruit, tu veux dire. Non, Grande Race, elle est là. Oui, waouh. Je l'ai retrouvée. Mais qui est celle de l'amoncellement, c'est celle de la domination. C'est la mâchoire, c'est le trou. C'est les blancs. Ouais. C'est les blancs, c'est les mecs, c'est les.
c'est les psy typiques, c'est les psychiatres, mais c'est la mâchoire, quoi. Ouais, ouais. Tu l'appelles beaucoup la mâchoire, tu l'appelles le trou, on peut parler du trou après, mais peut-être si on peut commencer par petite race. Cette petite race qui parfois est aussi des fois une sorte de tu auquel tu t'adresses, mais qui peut être jeu, ou une forme de jeu plus petite, Ouais. ou précédente, et qui est en fait la personne à laquelle ce texte s'adresse avec grande tendresse, en fait. Oui. C'est à petite race que toute la tendresse va. C'est vrai. C'est vrai, je suis contente que tu me poses cette question parce que autant il y a un truc, c'est vrai, un peu messianique, un peu militaire, fou, dans un certain type d'adresse ou semblable dans le genre soyons. Moi, je suis une communiste déçue, il faut savoir. Je pensais, moi, je me suis formée sur la base des idées de révolution et tout, et je me suis vite rendu compte que historiquement, ben, c'était niette, il n'y aurait pas, comme vous avez remarqué aussi. Et donc, j'ai un peu j'ai un peu transféré cette espèce d'espoir communiste, mais au sens cool, au sens communiste anarchiste, tu vois, dans mon écriture. Mais donc, en effet, il y a un deuxième aspect qui est la tendresse, tu as raison de le dire. Et je crois qu'il m'importe de dire ici qu'il y a un peu une espèce de discours mou sur la question de la tendresse. Tu vois, on se moque tout le temps des milieux de gauche en disant il y en a marre de cette idée de la bienveillance formelle et tout. Et en fait, je voudrais défendre ici l'idée de la tendresse comme un affect dur, un affect fort et un affect important. C'est pas du tout l'idée de s'entre-émouvoir dans une espèce de faiblesse émotionnelle. Au contraire, je pense que la possibilité de la tendresse pour soi et aussi pour les semblables, c'est quelque chose qui relève d'un arrachement au monde, quoi. Parce qu'on est dans un monde de la concurrence absolue, de la concurrence, de la haine, de la jalousie. Enfin, je veux dire, les affects du monde sont quand même de l'ordre des passions tristes un peu, quoi. Et en fait, j'ai quand même une défense très forte de la tendresse comme quelque chose qu'on pourrait se donner entre semblables. Et je pense que c'est quelque chose de grand, quelque chose de dur et quelque chose de fort. Voilà, je voulais dire ça. La petite race, c'est une expression qui m'est venue. En fait, j'ai un rapport au mot de race depuis toute petite, qui est un mot qui m'a terrorisée toute ma vie, depuis petite et tout. Je dis ça un peu pour expliquer pourquoi je l'utilise, parce que c'est un mot qui est très connoté politiquement. C'est un mot qui permet de parler des personnes racisées. C'est un mot qui est utilisé politiquement, enfin, qui a une délimitation politique. Et c'est vrai que la manière dont je l'utilise est très différente, parce qu'au contraire, et je pense que c'est mon propre rapport à ce mot de race qui sonnait comme une menace directe sur moi, sur ma famille, et qui a été une forme de... J'appelle ça un stigmate exterminationniste, que j'ai eu toute petite, le stigmate exterminationniste. Et en fait, j'ai eu tout un parcours dans ma vie où j'ai fini par me dire, le lieu de la terreur absolue, en fait, je vais l'habiter. Et je ne vais pas l'habiter toute seule, je vais l'habiter avec les miens et les miennes, avec mes semblables. Et en fait, et non seulement on va l'habiter ensemble, c'est-à-dire on va faire race, on va faire communauté, on va faire peuple, puisque j'utilise ces termes-là, mais en plus, on va le faire avec tendresse, en se donnant. Et c'est vrai que l'idée de petite race, tout le temps, quand j'utilise ce mot, il me fait du bien dans les poèmes, parce que je vois une espèce de... Je ne sais pas si vous êtes déjà allongé contre une vache, par exemple, ou dans son souffle chaud et humide, mais il y a un truc hyper animal, c'est pas du tout une tendresse, genre, je sais pas, il y a plein d'idées de la tendresse, par exemple, maternelle, ou je sais pas, il y a plein de... Moi, c'est vraiment une espèce de tendresse animale. Si vous avez déjà aimé les mots, vous savez de quoi je parle. Un truc qui se sent, dans lequel on se love, ouais. Je dirais ça. Ça répond à ta question ? Ouais, non, très bien. Du coup, pour continuer un peu dans ce truc, tu disais tout à l'heure que oui, que la question des épaules, où tu dis, il y a un tu monte sur mes épaules, ou toi tu peux monter sur les épaules. Moi, je trouve qu'il y a aussi un autre geste qui est très présent quand je parle de ton livre. Je me souviens d'un truc qui est qu'il y a quand même pas mal d'images qui sont des images un peu de paix. De avoir réussi à construire une paix, une sérénité, une douceur, une tendresse collective en plus. Un des gestes plus que les épaules, c'est la main dans la main. Ah ouais. Ça, tu le mets, il revient tout le temps. Il revient par exemple dans un truc qui m'a beaucoup ému. J'ai mon pays, une main tressée par les doigts aux miennes. J'ai mon pays, ça, moi. Ça, c'est très beau. Et tu le dis aussi dans un autre truc sur lequel je voulais t'interroger, qui est la question du prénom.
Tu parles à un moment de, par exemple, quand tu parles de, disons, je peux dire les ennemis. Ouais, tu peux dire les ennemis, ouais. Le trou qui mange tous les prénoms. Ouais. Tu parles à un moment de quelqu'un qui a été mangé par la mâchoire, par le trou qui mange. Ouais. Il ne lui reste pas même un prénom. Mais après un moment, en espoir, en construction, en amitié, en tendresse, en lutte, tu dis « Ton prénom sera rendu ma bouche et mon prénom la tienne. À nouveau, les nuits douces, aux doigts du haut et doigts du bas, entrelacés. Donne-moi la main dont le prénom est habitable. » Et je voulais cette phrase de la main dont le prénom est habitable, moi, elle me résonne depuis des mois maintenant. Ah, je suis contente. Et je voulais que tu me parles de ça, parce qu'il y a aussi un moment où tu dis qu'il y a des prénoms main et il y a des prénoms face. Il y a des prénoms en main, il y a des prénoms en face. Ouais, je sais. Et je voulais que tu me parles de cette histoire de prénom, parce que d'ailleurs, la question du prénom, il y a des prénoms qui apparaissent par-ci, par-là. Ouais, il y a des copains, il y a des semblables. Ouais, il y a aussi le tien. Ouais, il y a le mien. Mais c'est pas l'enjeu. C'est pas devenir moi, sujet, moi, mon prénom, mon identité. C'est plus, bon, un prénom, c'est ça. C'est est-ce que tu as un prénom? Je te tutoie et du coup, tu as un prénom. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis de cette question des prénoms? Donne-moi la main dont le prénom est habitable. Ouais. C'est magnifique. Bah, je pense que ça parle, elle est large ta question, mais ça parle de plusieurs choses. D'abord, moi je me suis baptisée non merci, c'est-à-dire c'est-à-dire non, non merci. Vous voyez que la politesse dans mon blaze, elle cache une grande capacité de destruction si jamais on m'envahit. C'est-à-dire c'est faire semblant d'être un tout petit pour dire non merci. Et en fait, c'est vraiment une manière de dire fais bien attention à toi. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Mais je me suis baptisée de ce prénom-là au moment où j'ai décidé que le cycle des violences dans lequel j'étais prise et le cycle de l'envahissement psychique dans lequel ça m'a fait tomber, de la manière dont ça m'a annihilée comme sujet, j'ai décidé que ça s'arrêtait maintenant. Et j'ai trouvé ce prénom à ce moment-là, non merci, que j'ai tatoué immédiatement sur mon mollet, de sorte que mes pieds m'indiquent toujours la bonne direction. Et je suis contente. Mais en effet, j'ai abandonné mon prénom à ce moment-là. Et du coup, je l'utilise beaucoup dans le texte parce que quand même, vous avez eu un prénom qui vous a été donné par des parents, que l'État a mis sur un acte civil. Ouais, je pense qu'il y a un rapport à cette chose, quoi. Et en fait, pour moi, ce prénom, c'est Léna, je le dis. Mais ce prénom, Léna, il est étrange pour moi parce que il a vécu des choses que moi, je ne consens pas à vivre, que je ne pourrais jamais vivre. Je partirais avant maintenant. Donc j'ai un rapport un peu de tendresse pour ce contenant. Et en même temps, je me souviens que dans l'épisode de crise qui a suivi la violence et qui était une crise psychique majeure, je pensais à mon prénom et ça me faisait un effet quasiment hallucinatoire. Je me disais, quelle folie d'appartenir à un prénom quand on pense que ça a été donné par des parents, sanctifié par un État, et je me sentais complètement... j'ai senti le besoin corporel d'échapper à ça et de trouver la vérité, le mot qui dit que je suis en vérité, quoi. Et bon, ça c'est une première partie de la réponse, et en fait c'est marrant, mais quand je parle avec des semblables qui écrivent, en fait cette problématique du prénom, elle concerne tout le monde. Elle concerne chaque personne avec laquelle j'ai parlé de poésie et de survie ou de poésie et psy-dissidence. C'est un truc genre... Tout le monde a décidé que c'était ni aux parents ni à l'État de nous nommer, quoi. Et je trouve ça beau chez nous, cette espèce de communauté du... C'est moi qui dis comment je m'appelle. Mais, et ça correspond à la vérité aussi. C'est jamais des prénoms du calendrier. Comment t'appelles les prénoms du calendrier, les prénoms chrétiens là. Enfin, c'est jamais des prénoms. Ouais, Saint Oral, quoi. Non, mais c'est jamais des prénoms genre Valentin, Christine ou j'en sais rien. C'est toujours des mots. C'est toujours de la poésie en fait. C'est toujours de la poésie qui nomme mes semblables. Je me rends compte. Mais une deuxième chose, c'est donne-moi la main dont le prénom est habitable. Pour moi, c'est un peu douloureux d'en parler parce que ça parle d'un espoir dont je me rends compte qu'il est peut-être un peu délirant, quoi. Et qui consiste à trouver en la personne de l'autre, en la personne du semblable, toujours quelqu'un qui a fait ce processus de libération et qui s'est mis à s'appeler du nom qui ne fait pas mentir. Et vous voyez que c'est une métaphore, en fait, il ne s'agit pas du prénom, là, il s'agit de la manière dont on est un sujet, il s'agit de la manière dont on est quelqu'un. Et je pense que moi, mon exigence ou mon espoir relationnel avec les semblables, et si j'en parle,
C'est pas pour parler, c'est parce que pour moi, c'est si politique. C'est tellement la question de nos liens politiques. Et je pense que mon espoir de lien politique, c'est de trouver mes semblables, pas seulement dans la catastrophe, pas seulement mes semblables de catastrophe, mais les semblables qui ont traversé la catastrophe, qui ont vu la mort sous toutes ses coutures, la mort physique, la mort psychique, et qui sont parvenus à ce moment où, en fait, ils peuvent se nommer tels qu'ils sont en vérité. C'est-à-dire où ils peuvent représenter, incarner dans leur corps même, l'abolition du mensonge. L'abolition, j'appelais ça ce matin le monde de la pisse. Je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque, je sais pas, ça me parlait. Mais ce truc de sortir de ça, quoi. Sortir du monde du mensonge et appeler les choses du nom qu'elles ont en vérité, quoi. Bon, et j'en parle de manière un peu douloureuse parce que dans la poésie, ça marche très bien, mais politiquement, j'attends, je sais pas. Je pense que j'abuse. Dans la main vient le prénom, dans la main vient la main de l'autre qui est la communauté. Mais non, il y a l'idée de la main, donne-moi la main dont le prénom est habitable. Ça s'oppose à une autre figure qui est, vous savez, pour moi, c'est la figure de la trahison avec les semblables. Et c'est l'idée de, vous savez, on vous propose une main et vous tendez la vôtre et la main disparaît. Moi, j'avais vraiment cette idée-là, c'est quand les gens n'ont pas réussi à se nommer, quand les semblables n'ont pas réussi à se nommer, c'est-à-dire à trouver leur contour, à trouver leur place et à sortir du monde du mensonge, il y a aussi un truc où, en fait, il n'y a jamais d'alliance possible, il n'y a jamais de lien possible, il n'y a jamais de solidarité possible parce que c'est des gens, pour moi, qui sont fondamentalement disparaissants. Il y a un truc où quand vous avez encore les prénoms d'avant, les prénoms des parents, les prénoms de l'État, vous êtes encore ce sujet-là, toute main donnée est un mensonge. Et en fait, je crois que ce texte, il parle très fort de la trahison des aimés et des semblables. Donc c'était ça l'idée de la main. Parce qu'il y en a une autre, c'est qui est dépossédé de tout le reste. Non est le seul mot que nous ayons en main dans la main. Il y a aussi non. Oui, enfin, ça dépend de la main, justement, tu vois. Moi, j'ai cette idée de je ne peux pas rejoindre avec ma main n'importe quelle main. Parce qu'il y a des pièges, il y a des mensonges, il y a des trous à l'intérieur des gens possibles. Il y a des trous qui peuvent s'ouvrir à partir de la relation. Genre, il y a tellement de types de relations à partir desquelles les trous peuvent s'ouvrir. Il y a les relations hétérosexuelles, il y a les relations de subordination. Il y a, donc, pas n'importe quelle main, je pense. Une éthique de la main qui tient, de l'appui, tu vois. Et tu parlais du truc que, bon, parfois on le reproche à une certaine gauche d'être un peu niaise dans cette idée de tendresse et tout. Moi, il y a un poème que j'ai trouvé particulièrement tendre, c'est celui qui s'appelle Das Kapital. Oh waouh, personne ne le remarque celui-là, c'est dingue. Ah, je l'ai beaucoup aimé parce que oui, parce que je trouve que justement c'est une autre forme de tendresse, une tendresse joueuse. Il y a un côté t'es pas cap. Ouais, je sais, ouais. Je te parie que t'es pas cap de chanter La Famille Tortue sur Das Kapital, et c'est comme ça qu'on apprend vraiment Das Kapital. Et si tu ne lis pas Das Kapital, le Capital de Marx, quoi, en chantant La Famille Tortue, t'es pas vraiment en train de le lire. Et si tu veux faire partie de la commune, quoi, il faut que tu saches. Non, mais pour donner du contexte aux gens, parce que tout le monde n'a pas lu le livre, non, tu peux pas le lire. Ouais. En fait, est-ce que je vais le lire en chantant ? En fait, j'ai commencé à faire une thèse sur Marx dans mon autre vie. J'étais genre thésarde sur Marx, genre en mode oh my god, genre elle est technique. Les gens disaient elle est technique, tu vois. Mais je faisais une thèse, genre tout allait bien, une thèse en philo. Et en fait, je me souviens d'un moment de plaisir authentique, ce qui n'était pas souvent. Où genre, je dis pas que c'est dur de faire une thèse. Évidemment, tout le monde va bien en thèse. Il y a pas de sorry. Excuse-moi, je sais. Moi, j'avais des cheveux au début. Hein. Ouais. Non, mais je veux pas dire que la thèse est pénible. Je veux dire que c'est pas un lieu de vérité forcément, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais du coup, en fait, je lisais le Capital en allemand et je m'étais rendu compte que tout le chapitre c'est un peu niche, hein, tout le chapitre sur le fétichisme de la marchandise, qui est un des chapitres les plus connus, quoi. En fait, en allemand, la prosodie marchait super bien avec la musique de la Maman Tortue, vous voyez. Et il y a des enfants, vous connaissez la Maman Tortue ? Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. La mamie tortue courir avec les rats. Ouais, c'est ça. Et la maman tortue, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et donc, en effet, je me disais, donc en allemand, ça fait Eine Ware scheint auf den ersten Blick. Et j'arrête là. Déjà, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une marchandise apparaît au premier abord comme une chose très. Enfin, il est très connu.
Il est très connu, genre il y a tous les situationnistes qui adorent. Enfin, il est très connu, il est publié en édition séparée. C'est le chapitre sur le fétichisme de la marchandise, quoi. Si vous connaissez pas Marx, vous entendez fétichisme de la marchandise. Mais en tout cas, après, je continue en disant, j'ai jamais trouvé personne pour s'en réjouir autant que moi, parce que je trouve que c'est une dinguerie d'avoir trouvé cette coïncidence. Et après, je dis, si t'es fan, 06 85 34 08 37, ce qui est mon vrai numéro, appelle-moi. Personne m'a appelé. Quand je vous disais que je suis déçue par ce que j'attends dans les liens avec les autres, typiquement, personne m'a appelé. Moi, j'aurais vu ça, j'aurais appelé avec une demande en mariage, je te le dis direct. Mais voilà. Je ne sais pas si je me réjouis autant que toi, mais j'ai trouvé ça particulièrement réjouissant. Ça me fait plaisir. J'avais déjà ton numéro, j'avais pas besoin de ça. Ça me fait plaisir. Ouais, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça fait le moment. Ouais, on se disait que ça pouvait être cool si vous avez envie de partager des choses, de poser des questions, de dire des trucs. Vous avez le temps et l'espace pour le faire. Merci pour toutes tes questions cool. Je t'en prie. Merci à toi pour Le bonheur vient d'en bas, que je vous invite vraiment à merci, c'est gentil. lire. C'est gentil. Fais passer le micro. Moi, j'ai une question. Je crois que je vais un peu enfoncer une porte en posant cette question. Mais est-ce qu'il n'y a pas une reprise un peu satirique dans « Et cela est bien » comme si c'était « Et cela est juste et bon », comme si Dieu est juste et bon. C'est une... Je veux dire qu'il y a une tonalité un petit peu biblique. Solennité biblique. Bah oui, si. Mais c'est pas du tout satirique. C'est pas satirique? Non, c'est prom dog. Vraiment, c'est premier degré. C'est genre vraiment, c'est un rapport à ce texte qui consiste à dire, tu sais, le verbe, la vérité, tu vois. Et je pense que c'est zéro satirique. Bah, évidemment, je me réclame pas de la Bible au sens... Non, tu peux le garder, moi j'ai le mien. Je me réclame pas de la Bible au sens genre héritage juif ou chrétien, tu vois. Enfin, mais par contre, je prétends dire ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça, c'est complètement une prétention du livre. Donc en ce sens-là, c'est pas satirique, c'est premièrement, premier degré assumé, quoi. D'accord. Ouais. Et le terme ascension qui résonne beaucoup avec un peu le New Age. Est-ce que je risque d'être vexée en te posant cette question? Ouais, tu m'as vexée, mais je gère bien mes émotions. Ça me fait rien d'être vexée. Non, je vais juste te dire non. Aucune inspiration de New Age whatsoever. Not at all, genre. Le contraire. Merci. On a déjà saoulé quelqu'un, je suis désolée, c'est la maman tortue. Ouais, t'inquiète. Salut. Ouais, je pense que j'ai mis tout le monde à l'aise. Là, on se sent pas à une soirée de poésie chiante, donc allez-y, quoi. Vous avez même le droit de me dire, je trouve que c'est nul, je suis pas d'accord. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de dents. De dents. Et de mâchoires et de leur articulation. Et des mâchoires qui savent dire non et des gueules qui s'ouvrent et tout ça. Qu'est-ce que tu voudrais que je précise à l'intérieur de ça? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, là-dedans, que tu voudrais que je précise? Leur articulation, le rapport même à l'aphonie, le fait que ça puisse être quelque chose pour lutter, et en même temps que le trou denté, il a aussi des dents. Et qu'est-ce qu'on fait de nos dents, nous, moi? Ouais, c'est une super question, je te remercie. Oui, en effet, les ennemis ont des dents. La catastrophe des dents, parce que moi, le nom de la catastrophe, c'est le trou denté, en effet. Ou je l'appelle le trou gourmand ou le trou noir de manière plus commune. Mais les ennemis ont des dents. Je pense que ce que j'appelle les dents, assez clairement, c'est la capacité à nuire, la capacité à faire violence, la capacité à détruire, à néantiser l'autre. Au sens tout bête, où si tu fermes des dents sur quelqu'un, ça transperce, quoi. Au sens très matériel. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire que, parce qu'en fait, si on parle de la catastrophe en termes de trou noir, en fait, c'est un terme qui revient souvent dans les écritures de survie, y compris les écritures de la littérature concentrationnaire, etc., ou dans les écritures de... Enfin, je l'ai lu aussi sous la main des survivants Tutsis. Enfin, l'image du trou noir, c'est une image qui revient énormément.
Ce qui me gêne avec cette image, c'est qu'elle donne l'impression, tu vois, un trou noir, ça donne aussi bien l'impression d'un truc qui est là. Tu vois, une espèce de trou. C'est genre, si tu marches dans la rue et que tu tombes dans un trou, il y a un côté genre... Tu vois, c'est con, mais c'est de la faute de personne, en fait. Il y a une idée du donné comme ça, un pur donné comme ça. Et ben moi, le trou que j'ai tombé, eh ben je garantis tout le monde, et moi la première, qu'il n'est pas de cet ordre-là. C'est pas un donné, c'est pas un truc qui est là. C'est quelque chose qui est une attaque, c'est quelque chose qui a une capacité de nuire, un pouvoir de détruire, un pouvoir de néantiser. Et c'est l'ennemi, c'est la capacité de l'ennemi. Alors, pardon d'utiliser des termes, enfin là on n'a plus beaucoup de temps, mais il faudrait préciser ce que c'est cette idée de l'ennemi. En même temps, j'aime bien me reposer sur le fait que j'ai l'impression que dans vos corps, il y a quelque chose qui peut vibrer à ça et que vous voyez un peu de quoi je parle. En fait non, j'aime pas ce terme d'ennemi, il est con, il est un peu PC, quoi. Mais le mot que j'aime bien, c'est une semblable qu'il a utilisé il y a pas longtemps, ça m'a trop touchée. Elle a dit les méchants. Moi, je m'identifie à 100% à ce vocabulaire de l'enfance. Comme mon blaze dans Marcy, je m'identifie à 100% à ça, c'est les méchants. Disons les méchants, je préfère. Mais ils ont des dents. Et moi j'en parle. Ils créent des trous dentés, c'est-à-dire qu'ils vous fissurent le monde, ils vous fissurent psychiquement, et vous tombez dans des lieux et des espaces et des temps qui n'ont pas de nom, qui n'existent nulle part, dont personne ne parle, mais dans lequel votre corps est sans aucun repère. Et ça, c'est le résultat, pour dire, c'est le résultat de la violence. Et quand je parle de violence, je ne parle pas de violence interindividuelle hasardeuse, au sens où, je sais pas, vous sortez au mauvais endroit, au mauvais moment, vous faites poignarder, ce qui est une image complètement réactionnaire de la violence. Je parle de la violence sociale. Moi, j'utilise tout le temps l'image de la rivière pour en parler, c'est-à-dire que ça va toujours que dans un sens, du haut vers le bas, comme un ruisseau, comme une rivière, c'est un courant. Et ça, c'est la question de la violence sociale, des rapports sociaux de domination. Et donc ça, c'est une première image, mais en effet, il y en a une deuxième, c'est que moi, je revendique pour nous la capacité de retrousser nos babines, comme le méchant loup, et d'avoir des dents. Et évidemment, c'est pas du tout les mêmes. Il n'y a que le mot de commun, parce que je crois que nos dents à nous, elles n'ont jamais... C'est-à-dire notre capacité À un moment, j'utilise le fait d'avoir... J'ai un poème sur le fait que si les mots n'ont pas de dents, ils vont jamais nous défendre. Ils vont être baveux, ils vont... Enfin, t'imagines une bouchée dentée, quoi. Ça, on n'arrive pas à manger avec. Et qu'on a besoin de dents pour nous défendre. Et je pense que les dents, chez nous, elles sont jamais la volonté ou le pouvoir d'annihiler l'autre. Je pense qu'au contraire, elles ont une visée, notre puissance défensive, elle a une visée, justement, de défense communautaire, individuelle et communautaire. Donc, ouais, je pense. Cool, ça a l'air de t'aller. Come on. T'en as une autre ? Du coup, ça a été un petit peu abordé, mais il y a cette histoire de la réciprocité, en fait, et ce qui fait que ta gentillesse, ou je sais plus quel mot. La tendresse. La tendresse. Moi, je pensais en venant en chemin à la gentillesse plutôt, Ouais. mais elle est radicale. C'est qu'elle nécessite autant de l'autre que de toi. Donc tu dis par exemple, donne grand mais reçois grand aussi, Ouais. ce qui est très important d'entendre et de comprendre. Et si tu veux bien nous en dire plus... Sur la question de la réciprocité qui se hisse à une forme de hauteur... Mais tu disais tout à l'heure, Ouais. en fait, venez sur mes épaules le temps de la lecture, mais par contre, après, il va falloir que... Vous me donniez les vôtres. Ouais, vous bossiez Ouais. aussi, quoi. Ouais, oui, en effet, moi, il y a une figure, et c'est pour ça que j'ai réagi assez vivement, mais il y a une figure que je veux à tout prix éviter, et de toute façon, je suis un très mauvais non, je suis un super bon candidat pour ça, c'est pour ça que je vais l'éviter, mais c'est la figure de l'encre ou du pilier pour autrui. En fait, il y a un truc que j'ai compris, je pense, à l'intérieur de la violence, à l'intérieur des crises, à l'intérieur du mensonge, qui est l'amour hétérosexuel, par exemple, mais tout un tas de figures de mensonges. J'ai compris un truc que j'ai l'impression d'avoir, peut-être c'est clair pour tout le monde, mais moi j'ai l'impression de l'avoir babine du monde d'avant, tu vois. C'est l'idée qu'il ne peut y avoir de respect que réciproque. Alors que dans notre monde, j'ai l'impression que les figures du respect, elles sont systématiquement confondues, j'ai un poème là-dessus aussi, avec en fait la peur hiérarchique. Toujours le respect, c'est une figure, quand on dit non mais moi je le respecte, c'est une figure de respect statutaire, hiérarchique, tu vois. Et alors qu'en fait, moi je me disais, en fait c'est un mensonge absolu d'appeler ça du respect. Si tu dis je respecte
mon boss, je respecte, c'est quoi. Alors qu'en fait, moi, j'ai cette idée, cette exigence politique de lien qui consiste à dire que le respect, c'est une langue. Moi, c'est comme ça que je me le suis formulé. Mais j'ai une conception un peu haute du respect. C'est justement pas lié le respect statutaire hiérarchique. Le respect, c'est une langue que tu parles avec l'autre. Et il y a des gens qui ne parlent pas cette langue. Et tout le monde a popé quelqu'un dans sa tête quand j'ai dit ça. Il y a des gens qui ne parlent pas la langue. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni capables de respecter, ça on le sait, ni capables d'être respectés. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. Ça va toujours de pair, selon moi. Il savait. Mais en fait, cette exigence, parce que moi, mon idéal, qui est quand même beaucoup dans le livre, dans les dernières parties, c'est l'idéal d'un amour qui ne fait pas mentir, qui est un amour entre semblables, et qui est un amour, j'oserais dire un amour politique, mais avec une conception bien rare de ce qui est politique. Pas très commune, quoi. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est de parler cette langue du respect ensemble. C'est-à-dire d'être dans une véritable égalité d'avoir, tu vois, je parlais de la libération, de s'être renommé, d'avoir reconquis son nom, etc. Je dirais d'être des alliés dans nos libérations. Et je me souviens que j'avais une obsession de cette idée-là à un moment, et j'avais appelé ça, je m'étais dit, pour ce qui concerne le rapport entre semblables, ce qu'il faut faire pour le semblable, c'est que quand il veut aller dans une direction, la direction de sa libération, tu pousses, sans avoir besoin de savoir vers où il va, sans avoir besoin de le comprendre, mais tu pousses dans le sens dans lequel il ou elle veut aller. Et je pense que c'est ça ma conception du respect et de la réciprocité entre semblables, et la raison pour laquelle je pense que c'est politique, c'est obvious, je trouve. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui forge ton style poétique? Parce que je comprends qu'on parle beaucoup de politique, mais si tu pouvais parler aussi un peu de poésie et de style. Ouais. Parce que moi, je le lis comme justement un style de la gentillesse. Ah, j'adore. Et quelque chose de très neuf de ce point de vue-là, et qui est assez rare, parce que tout le monde n'a pas un style, en fait. Même dans une librairie, il y a très peu de gens qui ont un style. Oh, wow. Et puis, toi, oui. Merci. Comment tu forges ça? Comment tu fabriques ça? On est bon sur les temps? Ouais. Ouais, je me doute. Sur la question du style, moi, j'appelle pas ça le style, justement, j'appelle ça la langue. Et cette langue, avant de l'écrire, j'avoue que je la parle. Et c'est pas un truc de dire oralité, machin, enfin, il y a plein de banalités sur ce registre de la poésie, l'oralité, la parole et tout. Moi, je pense que d'avoir voulu entrer le monde de la vérité, c'est-à-dire une seule chose, parce que ça fait un peu peur dit comme ça, mais quitter le monde du mensonge, là on voit beaucoup mieux, je me suis rendu compte que le premier truc qu'il fallait faire avant même de se dessaisir du prénom donné par les parents et par l'État, il fallait se mettre à parler la langue de la vérité, celle que j'appelais la langue qui ne fait pas mentir. Et en fait, avant de considérer que ça pouvait être un objet poétique, c'est littéralement les mots que je m'adressais à moi-même quand j'avais besoin d'une orientation, quand j'avais besoin de prendre conseil de moi-même. Dans la crise, dans la désorientation spatio-temporelle, dans l'écroulement et dans la catastrophe absolue, dans le trou denté, j'ai eu une langue qui m'est née, que je m'adressais à moi-même, et qui consistait à me dire « voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux ». Et je suis un peu émue que tu dis ça, parce que je pense que la gentillesse qu'on sent, elle est évidemment destinée aux semblables, mais avant d'être destinée aux semblables, parce qu'on ne peut rien donner si on ne fait pas ça, ouais, c'était pour moi, c'était pour ma petite gueule abîmée, quoi. Et ça a été la conquête fondamentale, et c'est à partir de ça que j'ai pu dire à mes semblables tiens, si tu veux. Parce que sinon, si tu fais pas ça, c'est la main qui disparaît dont je parlais, sinon c'est impossible. Mais tu peux appeler ça un style si tu veux, mais en tout cas, ce qui est sûr, s'il faut en parler en termes de style, c'est que il relève de... Tu parles de gentillesse, moi j'ai envie de parler de vérité. Je sais pas. D'anti-mensonge. Merci beaucoup. Merci pour ta question, tes questions. Ouais, carrément. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé.
Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, donc quand on m'a proposé une carte blanche, je me suis dit justement, les semblables qui sont tellement importants pour moi, genre c'est le monde, quoi. Je me suis dit que j'allais faire un appel pour que des semblables puissent... Parce que je sais qu'on écrit tous et toutes, des dingueries en plus. Donc je me suis dit, je veux que les gens le sachent. Et je voulais prendre un peu prétexte de la parution de ce livre... qui me fait plaisir par ailleurs, mais je voulais prendre prétexte de ça pour faire entendre mes semblables et ce qu'ils et elles écrivent. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, si vous voulez, mes semblables, venir vous asseoir avec nous, vous pouvez vous mettre là. Merci. Tiens, vas-y, passe. Au revoir. Et donc, j'ai fait un appel à... Je vous laisse faire vos trucs. Vas-y, chill. Donc, j'ai fait un appel à participation pour trouver des poétesses et des poètes qui écrivaient à partir de ou sur la question de la psy-dissidence. Je vais vous les présenter. Et il y a aussi... je vais présenter tout le monde. Parce que là, on passe à la deuxième partie. Il va y avoir donc des lectures de textes, 3 textes, et ensuite une table ronde sur la question psy-dissidence et écriture et poésie. Voilà. Donc, je vous présente Rosanna Puyol-Boralevi à ma droite, qui est poétesse, traductrice et éditrice aux éditions Brooke. Elle fait partie de l'équipe de traduction du magazine The Funambulist, et son premier recueil, Dlor, est paru aux éditions After Eight Books. Et elle est là ce soir pour nous présenter non pas un texte qu'elle a écrit elle-même, mais un texte de Shulamit Firestone, qui est paru aux éditions Brooke, qu'elle dirige et qui a été traduit par Émilie Noteris. En quelle année il est paru ? Ouais, non, t'inquiète, si tu l'as pas. 2021. En 2021, voilà. Donc, je vous présente Sycorax, qui est une personne non-binaire, queer, psychiatrisée et folle, qui écrit des poèmes et des contes. Oul se genre avec le pronom Oul et n'importe quel accord neutre. Oul diffuse ses créations sur son site internet à son nom, et donc c'est sycorax.fr, sykorax.fr. Et enfin, Marine Feuillade est une artiste plasticienne et écrivaine. Que ce soit dans son travail plastique ou littéraire, elle travaille à la fabrication d'urbanités dans lesquelles ses semblables psychiatrisés ont la place d'exister. On commence avec toi, Rosanna. Tu nous présentes Shulamit Firestone, que peut-être tout le monde ne connaît pas, et le texte Zone morte que vous avez traduit et édité. Ouais, allez, tiens. Faut gérer ça. Merci beaucoup. Donc Shulamit Firestone, peut-être juste préciser, du coup je la présente à l'occasion de cette soirée. Il se trouve qu'on s'est rencontrés par mail avec Marcy à l'occasion de la présentation de son recueil, et qu'on a un peu par hasard, mais enfin non pas par hasard, que du coup qu'en réponse à la lecture de son, enfin pas tout de suite la lecture, mais en réponse à son recueil et la présentation qu'elle en faisait, je lui ai parlé de la maison d'édition et plus précisément de ce livre qui est paru en 2020 en fait, de Shulamit Firestone, intitulé Zone morte, et dont je vais vous lire quelques extraits, récits, nouvelles, vignettes, parce que c'est comme ça qu'est composé le texte. Et Shulamit Firestone, pour vous dire qui c'était une artiste, peintre, militante féministe, qui est connue pour un texte qualifié de féminisme radical qu'elle a écrit à seulement 25 ans, qui s'appelait La dialectique du sexe, et qui est paru en 70 et qui avait tout de suite été traduit, très vite été traduit en français et publié par les éditions Stock. Donc c'était un peu un best-seller quoi, de théorie féministe, avec un chapitre sur l'abolition de l'enfance, beaucoup de considérations féminisme matérialiste sur comment, selon elle, l'oppression des femmes reposait principalement sur le travail reproductif. Plein de choses qui peuvent paraître assez essentialistes aujourd'hui, et en même temps, elle considérait que le point de départ, qu'un des points de départ devait être l'abolition des genres. Après, il y a toute une partie vraiment terrible de sa théorisation qui a été beaucoup critiquée par Angela Davis, et qui consiste en le racisme de sa théorisation du viol. Et je vous renvoie au texte d'Angela Davis pour ça, qui est vraiment super.
Et il se trouve qu'en fait, au fur et à mesure de sa carrière militante, donc elle a fondé des groupes hyper importants, principalement basés à New York, comme les Red Stockings et New York Radical Féministes. Et elle avait différents rôles dans ces organisations qui allaient de l'écriture, de l'édition, à l'organisation à l'écriture de discours, parler en public, organiser le mouvement, organiser des rencontres, des AG, j'imagine, et tout ça. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est un travail principalement gratuit. Elle faisait de la peinture et elle n'a jamais vécu de son travail. Et en fait, peu à peu, en raison de troubles psychiques, elle s'est de plus en plus trouvée dans l'incapacité de travailler en tant que militante et en tant qu'artiste, mais pas tout à fait. Elle a publié en 1998 ce livre, Zone morte, qui en anglais s'appelait Airless Spaces, et qui est paru avec la maison d'édition Sémiotexte, et qui est paru, on le comprend dès le début du livre, grâce au concours d'amis, qu'elle cite tout de suite, et dont certaines ont parlé en fait lors du décès de Shulamit Firestone. Il y a eu une cérémonie organisée avec plein d'interventions de plein de militantes, plein d'écrivaines géniales, et dont une qui raconte que en fait dans les années 90, elle était beaucoup plus jeune que Shulamit Firestone, mais elles avaient cohabité, elle l'avait aidé à trouver un appart un moment, elles avaient vécu ensemble, c'est pas très clair, mais qu'au moment où Shulamit Firestone a eu envie d'écrire ce texte, donc Zone morte, entre des moments un peu in and out d'hôpital psychiatrique, elles se sont organisées pour lui trouver elles disent un word processor. Donc je ne sais pas à l'époque ce que c'est exactement, si c'est une espèce de machine à écrire électronique ou déjà un logiciel d'écriture. Mais voilà, elles se sont organisées et puis Shulamit écrivait et je vais vous lire ce que ça donne. Merci. Et puis d'autres parties. La combinaison. Anna fut conduite à l'hôpital par les forces de police à l'époque des grandes chaleurs estivales et avait oublié de prendre des vêtements. Elle avait rempli un formulaire de refus de visite. Elle n'en recevait de toute façon aucune puisqu'elle n'avait tenu personne informé de sa situation. Elle se débrouillait avec des brosses à dents bas de gamme et des petits tubes de dentifrice Everest, gardant ses pyjamas d'hôpital plus longtemps que recommandé. À la mi-novembre, même dans l'environnement thermorégulé, sans aucune entrée d'air, les fenêtres étaient définitivement scellées, elle refusait de coopérer avec les infirmiers, à moins qu'elle ne lui apporte un pull chaud, une paire de chaussettes. Elle portait en toute occasion les sandales avec lesquelles elle avait été admise, comme mule et comme claquettes de douche. Et une brosse à cheveux. On lui avait fourni un peigne de poche trop fin pour ses épaisses boucles. L'une lui avait trouvé des chevillères vert vif avec un dessin moche à l'arrière. Mais elles devinrent sales après 3 jours et elle n'arriva pas à trouver le moyen de les nettoyer. Elle entendit une patiente amadouer et houspiller Gérald pour obtenir un pantalon de jogging. Gérald était un des seuls aides-soignants sympathiques qui tenait sa parole et rendait des services, comme déverrouiller les douches la nuit. Il lui dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire, ce qui, chez lui uniquement, s'apparentait à un oui. Anna fit grimper les enchères autant que le permettait son charme. C'était quelqu'un de bien, ce Gérald, fiable comme une horloge. Lorsque la combinaison arriva enfin, elle était blanche et brillante. Toujours mieux que grise, pensa Anna, qui se sentait comme une mariée lorsqu'elle la portait, une des mariées en compétition. La visibilité que lui conférait cette combinaison fut mise à profit pour se propulser vers la sortie de l'hôpital. Elle fit son apparition bien visible à la réunion communautaire du lundi, ne portant plus sa tenue d'hôpital ni le pyjama bleu vaguement plus adapté. Sa nouvelle combinaison flamboyante éblouit et étourdit les médecins. Elle avait même brossé ses cheveux, volé un peu de maquillage. Elle établit un record en renouvelant l'opération plusieurs fois, puis elle demanda au docteur Tsun, le gentil étranger, un rendez-vous avec les infirmières et docteurs familiers avec son dossier. Lorsqu'elle voulait faire profil bas, elle cachait sa tenue blanche dans le tiroir vide de sa commode, enfilait de nouveau le pyjama bleu. La mariée rivale avait une tache de soupe sur le haut de sa tenue qui était devenue gris. Elle ne pouvait plus porter les deux ensemble, pas de javel disponible dans la réserve. Anna gardait sa robe de mariée pour les grandes occasions, comme le rendez-vous à venir.
Elle y présida telle une reine en haute couture et elle fut libérée. Mais lorsqu'elle avait essayé de porter sa flamboyante combinaison blanche une fois sortie de l'hôpital, fin novembre, elle ressemblait à une fugitive cinglée sortie de la poubelle plutôt qu'à une mannequin haute couture. Deux colliers. Donna était dépourvue d'intérêt pour l'artisanat, mais la qualité des perles exerçait sur elle une attraction. De la porcelaine blanche maculée de couleurs vives, orange, rose, violet, qui lui rappelait les friandises hollandaises en forme de fleurs de son enfance. Elle s'essaya à en faire un collier, ajouta un second rang et les referma à l'aide d'une attache. Elle l'avait conçu suffisamment long pour qu'il soit porté par une enseignante au travail, accordé avec une jolie robe dans l'espoir de récupérer un jour son emploi. Cela se produisit. Lorsque Donna les portait, elle se faisait alors une idée plus juste de ce qu'est l'artisanat. Elle avait logé toutes les pilules qui lui avaient été prescrites dans les attrayantes coquilles de plastique qui permettaient de mouler les chewing-gums pour enfants et les avait enfilées ensemble selon différentes formes, tailles et couleurs. Beaucoup de pilules et une grande variété. Son collier était bizarre, elle suspendit alors toute médication. C'est ainsi que Donna se retrouva à porter son étrange collier à l'hôpital lors de ses récidives pour impressionner son éducateur en ergothérapie. Donna ignorait quand elle aurait la possibilité d'ajouter ces nouveaux médicaments à son collier. Il était trop difficile de trouver les moules à breloques, ainsi que le plastique liquide qui liait les pilules dans le moule avec leur bouteille imprimée de noms latins en petites lettres colorées, dans l'enceinte de l'hôpital. C'est OK. Oui, c'est parfait. Merci. Tu vas aller, c'est correct. Allez, j'y vais. Bonsoir. Alors, je vais vous lire quelques-uns de mes poèmes. Est-ce que je parle Tu peux, il prend le son. Tu t'en occupes pas. Ouais. Ok, je vais commencer. Le premier s'appelle « Plus d'espace ». Me boire, jusqu'à la dernière sueur, la dernière larme, il y a plus d'espace dans un cercueil que dans mon corps. Un paradis qui existe est un paradis qui ment. Je le veux nul et non avenu. Hurler au fond de la terre, là où exister ne peut pas s'entendre. Mais cette nuit de janvier, j'ai rencontré un arbre qui ne voulait pas ma mort. Il ne me haïssait pas. J'ai entendu. Donc le poème suivant s'appelle « Tu retourneras aux fleurs ». Ma sœur, tu retourneras aux fleurs. Elles ouvriront un gosier mauve. Comme des bêtes, elles avaleront avant toi ta salive, et même les os qui soutiennent tes yeux, si tu ne parles pas. Le poème suivant s'appelle « Des mots sans moi ». Je suis folle, fou, une foule dans la tête, une hargne au plafond superbe. Qui peut enfermer le feu? Si j'ai l'esprit à l'envers, c'est pour effectuer dans ma tête la révolution de l'intérieur, la terreur. J'ai le ventre rond comme un monde. Je me mange la peau, les os, je me suffis. Je suis le souffle des sages bizarres. J'ai perdu le goût des larmes sur vos prisons. Je ne mangerai plus à votre table, je ne suis pas cannibale, je déteste l'injustice et votre langage. Je hurle pour ne pas que ma bouche soit dévorée par des mots sans moi. Le poème suivant s'appelle « Est-ce que cela ouvre? Est-ce que cela ferme ?» À chaque pensée, demande-toi « Est-ce que cela ouvre? Est-ce que cela ferme? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une pierre? Est-ce que si je la lance au loin, elle ouvrira des virgules, des ailes imprévues? Tu es petite, ma voix, mais tu cours plus loin que le géant parce que tes bottes contiennent l'espace. Inutile de chercher la clé, la seule clé qui ouvre.
c'est l'invisible, celle qui n'est dans aucune main. Non l'existante, mais l'imaginée, l'inventée, la surprenante. Plus profonde et plus béante encore que la porte fugace des sens. Est-ce que cela ouvre? Est-ce que cela ferme? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une pierre? Que ta marche n'imite aucun chemin possible. Que le possible imite tes ailes. Le poème suivant s'appelle « La vie peut-être ». Aimer le ciel, dis-tu, mais les ailes du matin peuvent-elles prendre dans tes bras la vie peut-être? La parole de poème, elle ne cible jamais au bon endroit. Elle a les yeux ivres, fous et flous, en dedans sément peuplé de bleu, en dehors hortensia. Tu trembles l'irréfragable fragilité, oui, le monde entier pourrait tomber dans un fracas d'insectes. Et pourtant la vie. La pluie au printemps ne dépasse pas la maison comme une enfant, elle ne tire pas à balles réelles. Elle ne vise pas ton visage ou la Venise grise entre les vives violettes, parce que le monde est gros comme l'amour. Il y a un grelot dans ton ventre, ça fait aussi mal qu'un poing emmêlé dans les entrailles, l'amour. Aimer. Mais moi j'ai vu une abeille mourir en plein vol, c'était un vol vide comme la poche des faiseuses de magie, je veux dire celles qui ne trichent pas. Elle ne vise jamais droit la parole invisible, ma jeune voix voisine d'oiseau. Aime, n'insulte pas, sois aimable, ne crache pas sur l'herbe, elle est presque innocente la pauvre. S'il te plaît, ma jolie imbécile, ne meurs jamais après la mort, même quand c'est fini. Ne meurs jamais, ma petite indocile. Ne meurs jamais, avant avril. Le poème suivant s'appelle « Elles viennent ». Je veux que vous entendiez le cri des fleurs, elles viennent. Quand vous marchez sur mon cadavre, jusqu'à la fin du temps, écoutez, j'ai donné le rouge de mes joues au printemps, et nos mains coupées, elles surgissent. Je vais déchirer tous les ciels bleus. Ils tomberont en hurlements et haillons d'averses. Mais ne croyez pas que le déluge lave les ombres lentement qui montent. Ok. Alors le dernier s'appelle « Sauf ». Une violence, enroulée jusqu'au noyau nombril, point de non-fuite. Être. Un corps ne déborde jamais sauf être volontaire. Jusqu'au pouvoir qui meut être sage, l'impuissance ou sagesse ou acceptation, dis-tu, mais imagine l'orage qui se gronde lui-même. Ferme la bouche pour avaler le couteau du silence. Un serpent qui franchit sa propre ligne, s'auto-viole. Jusqu'à n'avoir plus d'organes pour vibrer, battre, battre, battre. Jusqu'à n'avoir un cœur que pour gifler son cœur. Jusqu'à n'avoir un souffle que pour prendre son souffle. Jamais plus d'espace à respirer dans ton corps. La police n'a pas besoin de brandir le flingue, être ponctuelle. Mais il y a tendu tout près jusqu'à travers la tempe rythmiquement bleue ce pouvoir qui me être équilibré. La violence, c'est la courbe de ma nuque quand je veux boire ma soif jusqu'aux os. La violence, c'est prendre sur soi. Je veux une colère verticale, être adaptée, une colère colonne, plutôt que des serpents sermonnants. Pour nos tombes, des trous grands comme les yeux. Être agréable. Nos corps de fourmis tomberaient plus vivement que des balles. Les murs ont-ils des oreilles pour qu'on puisse leur dire non? Être flexible. Non, as-tu murmuré. Être motivé. Ne demande rien, et si rien demande les poliments. Être d'accord. Surveille-toi. Devenir victime, c'est perdre son inconscience avant de prendre conscience. Être discipliné. La colère sans forme a sculpté depuis l'extérieur ton corps, mais une statue ne déborde jamais sauf être poli. Si je pouvais dessiner un visage à ma colère, s'il y avait de la chair autre que celle de nos chaînes, une forme à ce pouvoir qui me... Tu cries doucement. Être quelque chose. Quand tu cries au fond de l'oreiller de ta peau, c'est doux, c'est douloureux, c'est doux, cette force qui me...
sauf quand la main prend feu. J'avais lu avec toi ton texte. C'est pas un problème. Bravo. C'est pas un problème. Parce que comme c'était en majuscule, je pensais que c'était le titre de l'autre. Putain. Et c'est pas grave. Il fallait qu'il déborde, il fallait qu'il arrive à un moment où on l'attendait pas. C'était la main en feu. C'était... Donc le vers final, c'est « Sauf quand la main prend feu ». Merci beaucoup pour la lecture. Je voulais t'éviter le truc où tu sais, t'as fini, mais les gens savent pas que c'est la fin du poème et du coup ils applaudissent pas et là tu meurs intérieurement et j'étais là, genre je voulais t'éviter ça, mais du coup je t'ai niqué la fin de ton poème. T'inquiète. Merci beaucoup pour la lecture, Marine. Oui, Merci beaucoup. oui, bonsoir. Donc moi je vais vous lire un texte que j'ai écrit à l'hôpital. Voilà. Les panneaux de signalisation portent nos noms de femmes qui habitent notre ville. C'est une logique de construction en analogie directe, en équivalence simple. Urbanisme, architecture et circulation se font sur les modèles névrotiques de nos chambres. 205, 200C, 206 sont les sorties d'autoroute. Échangeurs météorologiques, circulation à 8 voies. Le brouhaha de la ville est fait de nos silences, raclements de gorge et bruits de bouche, quand les questions sont pénibles ou que nous ne sommes pas crus. Pourquoi sommes-nous promptes à la douceur, à l'élasticité et à l'humour, puisque nous rêvons des corps cintrés, des flaques de chair, des voix qui éteignent et étranglent d'autorité, de corps poubelles, de jus béants, de sacs avec de petites mains. Maison figure, corps étagère mortier. La voix intrusée existe, mais en tram-code, dans d'autres sons, pipeaux et fanfares. Dans ce jus de son rabelaisien de nous, ça sautille, ça bondit, ça s'enfile sexuellement dans les prises qui déblatèrent aussi, sans danger d'incendie, sans prise mal. Nos oreilles se bouchent à l'arrêt de certaines stations du mauvais train. Parfois, nous devons le prendre avant d'emprunter gaiement le nôtre. Nous savons en tissage, nos lucidités sont filées en trompe-l'œil, dans le pyjama. L'usine, le panier rempli, la sauce, file le long des mailles. Elle fait nos tâches et nos tâches disent, elles gueulent. Ça leur sort fort à la limite des oreilles, ça leur fait mal. La sauce filée dans nos pyjamas qui passe dans leur conduit auditif leur fait vraiment mal. C'est là qu'ils doutent, ça leur sort en ciment, en bouillon et morceaux. Et ça corrobore avec le doux replat qui se tortille dans nos corps plaques. Les cyprès ont en eux tout droit la logique marchande et l'autorité. Nous avons donc choisi de planter les cyprès à l'horizontale. Simplement, tranquillement, avec une petite hâte quand même, on cultive les boules de cyprès pour fabriquer nos balles d'automassage. Les aiguilles en pourrissement tracent des boudins qui indiquent les zones piétonnes, paisibles et si méritées. Main dans la main, on respire difficilement en 4 temps. On se réchauffe la nuque le dimanche soir, on tasse les bosses de nos coups. La précision et la répétition existent chez nous. Sortie 200C. Boucle d'autoroute en trèfle, coussin d'air, épique et dilaté, toutes gentiment calmées dans le véhicule. La chaussée est boulochée à l'américaine, c'est-à-dire rythmée sous le pneu. Plus loin, dans le plan de secours, nous nous nouons la corde de drap, vieille et sage, pour s'évader, se casser le dos, pour s'effilocher la longe. Longe paisible de la grille. IRM, radio, bouche grisée. Charlène tient ma main, serre ma main. Aidée dans la machine, puis pisser bloqué. Tiens dans ma main, Charlène minuscule, ma femme chérie. Sort, écume, glisse, enclenche. Copier juté avec tempérance, celle qui ne nous est pas donnée. Celle du pouvoir tranquille aux mains ventre épaisses et sales. Toute petite Charlène bien plus grande à l'horizontale. Il nous fallait juste le temps du soir pour tremper l'ancien système, nous sevrer les électrodes et les tisser pour étrangler à l'ombre de la porte coupe-feu. Le service est gratuit, payé par les contribuables, puisque c'est la seule excuse qu'on nous ait donnée. Les plans de l'hôpital se superposent. Architecte patiente, tributaire des patients. En art-thérapie, le point de fuite est loin de la feuille. On travaille en simili, en économie faible et toute légère. La dette bien trempée roule de la poche des impenseurs jusqu'à nos bouches. Et comme dans un porno, on déglutit joyeuse et inconsciente. La belle a tout perdu, ses femmes lui sourient gentiment. Ce n'est pas son procès ni le mien, c'est celui de la belle si belle.
Ma femme chérie est procureure. Est aussi présente la greffière, déconcentrée, une juge et une sous-juge. Rigide, elle titille du bout de la pile et du long du parquet les coupables. Les bancs sont en faux bois, les nœuds et nervures impeccablement imités. Le parquet est à plat, le tribunal aussi est fatigué. À la cadence de nos symptômes partagés, les ASH agissent de chambre en chambre, les jambes assouplies par leur haine du travail. Le breakfast nous pousse involontairement à l'arrogance et à la rébellion. Les horreurs sont dites avec beaucoup d'humour et aucune humilité. Tout bassement, nos corps nous drainent l'humanité. Nous sommes au moment de la journée où l'autorité nous a lâchés. Elle ne nous voit plus. Le film est chaud, en pellicule. On fait semblant de suivre. Ce qui nous fait chavirer, ce sont les mailles cohérentes de l'image, les amalgames, les manœuvres, les frétillements de sens où nous hurlons de compréhension, puisque nos corps, à force de force, se sont ourlés dans tout ce qui bouge. On contient, on glisse, on s'entrelarde dans les corps, les maisons, les services de police, les parents et les animaux de la ville. C'est catastrophique. C'est malgré nous, on jute. On robinet à gros bouillon, on bave de très haut sur les crânes gentillés des habitants. C'est comme ça que notre usine en ligne de bouche et de gorge pleine est infatigable, toujours à se vider. Isabelle nous aime, Isabelle boite, tous récupèrent. On récupère ce qu'Isabelle récupère. File à l'usine. Rose douce à ses fesses qui réagissent encore à quelques sons. Charlène et Sophie s'empilent de boîtes à souvenirs, laquées à la va-vite. On attend ou on produit. On produit de l'estime de nous à l'endroit et à la maille à l'envers, on reprend à chaque pensée morbide. Plus haut, nous avions scandé non à la progression. Et de fait, nous nous trouvons taxés, fumés dans une relation toxique avec le cuisinier. La contrebande en ville n'est ni le titre d'une peinture, ni un concept. C'est de la colle à nous personne, au même titre que pendant la Résistance. L'endomètre se tasse de frousse, ce qui fait retentir les couvertures à tous les étages. Assommé par les clairons, on patiente, terminé dans un geste baroque par l'équipe du self. Ciné Fond Vert se pose en expert de la sécurité sociale, pour ne pas en profiter simplement, ça serait trop grave. La société en pâtirait, le moral aussi. Pour notre bien, nous avons choisi de ne pas nous réinsérer de façon claire. Je veux tout partager, tout donner, transférer mon botox à leur front fatigué. Déboulonne et fais passer ta patte dans mon œsophage en large pour que j'essaie de parler. Sans toi, je dispose de mots. Sucer vaut pour parler. Je dis sonnette. Ce n'est qu'un au revoir. Friends, all friends. Vos queues nous hypervigilent. Purée, je sonne, je vais en prison, trop volé. Pioneers, oh pioneers. Aplatis-moi le territoire sur le carrelage moquette, en plein centre-ville. Paysage pris et conquête-moi le cul pour que je sois sûre que tu m'aimes. Ouais, ok. Prends le temps de choisir celui que tu veux. Ouais, ok. Peut-être. Ouais, celui-là, c'est bien. On recule devant le plan des outils thérapeutiques. Il y en a trop. Cohésion farfelue produite par les cartographes de nos têtes. L'ego, c'est long, la violence, c'est plat. Je sais mieux. La carte est tracée en suivant pas franchement aveuglément creux et courbes de nos corps. Nous ne pourrons pas faire de la sculpture, c'est invivable. Ce qui se monte, ce qui se dresse, ce qui est un peu lourd abîme la tendresse. Les 1% artistiques n'iront que dans des tapis. On rase le sol, c'est notre conditionnement. Ces vertus vont tout droit dans la mise en place de nos transports en commun et nos mains ne peuvent pas être encore filmées. La maquette est modulable et sans échelle, puisqu'elle passe fébrilement devant nos yeux ébahis, émus, exaltés. Je viens de nous acheter subitement un abonnement cloud et de croire à ces archives. Ah bah une dinguerie, franchement. Ah waouh. Merci tellement à vous trois. Je suis trop contente.
et franchement hyper honorée d'héberger ces 3 textes, même si Shulamit Firestone n'est plus là pour... merci de nous la présenter, merci de l'avoir traduit. Mais surtout aussi parce que c'est plus rare, quoi. Trop émue, honorée et fière d'avoir pu entendre vos textes et d'avoir permis aux autres de les entendre aussi. Donc, on va entamer maintenant la partie table ronde de la soirée consacrée au rapport entre poésie et psy-dissidence. Avant toute chose, avant de poser les questions et qu'on en discute, je voudrais dire ma joie quand même qu'on puisse avoir cette discussion hors de tout cadre pathologisant. Qu'on puisse parler de folie, de traumatisme, de neurodivergence, de handicap et de psychiatrisation sans que ces termes soient rabattus sur un registre médical et sans qu'ils soient pensés depuis un paradigme déficitaire. Je me réjouis aussi que cette rencontre ait lieu ici, à La Régulière, qui est une librairie féministe et centrale pour diverses cultures d'extrême gauche parisienne. Si je dis ça, c'est pas seulement pour remercier les libraires qui sont quelque part derrière le comptoir. C'est pas seulement pour vous remercier, c'est aussi pour dire et rappeler que nos places politiques dans ces espaces sont loin de nous être acquises et que donc je trouve que c'est important qu'on prenne de la place. Voilà, merci encore pour d'être venu et merci d'avoir lu, c'était trop bien. Donc la première question ou le premier axe de réflexion que j'aimerais proposer, c'est quelles écritures psy-dissidentes ? Y a-t-il, selon vous, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une singularité des écritures psy-dissidentes et psychiatrisées ? Si oui, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Quel type d'expérience est pour nous l'expérience de l'écriture ? Y a-t-il une esthétique ou un langage propre aux psy-dissidences ? Alors, c'est la question. Je voudrais vous inviter à réfléchir à ça en évitant 2 écueils qui m'avaient semblé utiles de repérer. Le premier, c'est celui d'une homogénéisation ou d'une essentialisation de nos écritures. Au sens où il y aurait une écriture des fous, genre par exemple, de même qu'il y avait une écriture des femmes ou des délires comme ça. Donc éviter cet écueil-là. Mais de l'autre côté, éviter un second écueil qui est la neutralisation de la singularité de nos écritures. Et neutralisation qui opère souvent par la reconduction de normes psytypiques, de normes littéraires implicites psytypiques, et notamment l'idée que celui qui écrit ou celle qui écrit, c'est un sujet unifié, unitaire, continu et indemne. Autrement dit, comment penser ce qui singularise notre rapport à l'écriture poétique sans tomber dans un rapport essentialisant aux psy-dissidences et sans rabattre notre écriture sur les écritures psytypiques ? Je vais essayer de répondre à cette question. Ou réfléchir, il ne s'agit pas de... Ouais, je vais donner des pistes parce que franchement, je ne saurais pas avoir une réponse exhaustive là-dessus. Mais je vais parler d'après mon cas personnel parce que je peux pas prétendre parler au nom de toutes les personnes folles dans leur singularité, c'est pas possible. Je pense, mais c'est quelque chose que j'ai observé chez d'autres personnes folles en fait. Je pense que déjà le rapport qu'on peut avoir au langage poétique, il a quelque chose de plus littéral, de plus viscéral aussi. En tout cas, parmi les personnes que j'ai rencontrées, et c'est mon cas, que dans d'autres écritures. Je veux pas non plus enfermer toutes les écritures, dire que ça partirait vraiment des tripes, des émotions, pas forcément. Mais pour moi, les images, elles sont pas gratuites. Et je le vois très bien. Je pense notamment, je vais donner des exemples précis. Je pense par exemple aux personnes qui sont dissociées, qui souvent, pour beaucoup, ont besoin de passer par les détours de l'imaginaire, du symbolique, pour se reconstruire ou pour émerger en fait, et pour vivre, pour avoir l'espace pour vivre. Et en fait, ces images que ces personnes déploient et de ce que j'ai pu observer, ce sont pas juste des images pour faire joli ou pour traduire des choses. Ce sont vraiment des réalités. Ce sont des réalités.
C'est des choses qui font vivre et qui donc pour moi sont des réalités, je pense. Et c'est ça en fait peut-être, mais là je parle aussi, en fait je peux pas sortir de ça, du fait que je parle là de mon écriture et je peux pas prétendre, voilà, parler à la place de Mais parle pour toi, c'est toi qui nous intéresse. Ouais, bah en fait, ouais. Et je l'ai appris ça auprès de d'autres collègues fous, quoi. Et ouais, et je pense que c'est ça que je dirais. La nécessité, la vitalité, la viscéralité de ces images, leur vérité, quoi, et leur réalité même. Trop intéressant, c'est un truc que je disais tout à l'heure, on se rejoint là-dessus. C'est intéressant sur la question de la vérité. Toi, t'as dit la littéralité, ça m'a intéressé. C'est pas gratuit, t'as dit. C'est pas pour de faux, on pourrait dire. Ouais, c'est ça. Trop intéressant. Ça, mais ouais, clairement. Parce que pour toi, les images qu'on produit, ce que tu disais, on habite dedans. C'est la réalité, tu disais. Ouais. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Vraiment, c'est... Moi aussi. Ouais. Oui, je pensais à une seule chose liée à la spécificité de l'écriture et du mode d'écriture, peut-être, qui en lisant Zone morte de Shirley Firestone et qui a trait à l'expérience collective racontée. Parce que l'expérience, que ce soit d'enfermement, d'isolement psychique, physique, sentiment, dans l'écriture, c'est aussi l'écriture d'une expérience collective et hyper étrangement collective parce que c'est aussi souvent beaucoup vivre ensemble des situations d'isolement extrême. Et là, je parle en lectrice de Shulamit Firestone et aussi un petit peu d'expérience. Donc je pense que quelque part dans l'écriture doit y avoir la trace de cette relationnalité-là. Et je sais pas comment, mais en tout cas, c'est hyper intéressant à lire dans Shulamit Firestone parce que en fait, le livre est construit par vignettes qui viennent raconter soit des choses qui lui sont arrivées à elle, soit à d'autres dont elle est témoin, avec qui elle papote, avec qui elle est amie, avec qui elle n'est pas du tout amie, au contraire, et avec qui elle a pu avoir des interactions avant l'hôpital ou à l'intérieur de l'hôpital. Et du coup, il y a un peu le dessin de ces dialogues, rapports, de tout ça. Ça me met trop mal parce que c'est ma question 2, mais... Non, mais trop intéressant. Et ce que tu dis, ça me fait penser... En fait, je me rends compte que ce texte de Firestone... Ah oui. Ce texte de Firestone, il me fait penser à Mesure de nos jours, de Delbo. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Où c'est encore un truc avec ses anciennes... Ses co-détenues. Ouais. De Auschwitz. Et en fait, c'est un texte magnifique qu'elle fait en parlant à la fois d'elle, mais en même temps de ses anciennes co-détenues, toutes des femmes, combien de temps après, extrêmement longtemps après, quoi, vieille. Et il y a aussi cette forme de chose qu'il y a dans je compare pas évidemment l'enfermement psychiatrique et l'enfermement concentrationnaire, je le compare pas du tout, mais dans la relationnalité, je trouve qu'il y a un truc commun quand même dans ces deux textes, ça me frappe en t'écoutant. Mais c'est ma question, la question de la communauté, c'est après. Marine, est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose sur ce qu'il y a de singulier dans les écritures psydissidentes ? Peut-être que... Mais ça va aller sur la question 2 aussi, en fait. Bah, allons-y. Mais que cette relationnalité, elle est peut-être aussi liée... Enfin, toi, tu as dit littéralité, toi, tu as parlé de vérité. Moi, j'ai l'impression que c'est un langage qui est cohérent ou qui me ramène de la cohérence. Et peut-être que c'est un peu... ça se situe à cet endroit-là. Ouais. Qu'est-ce qui, dans le langage poétique, permet de rétablir de la cohérence dans le monde ? Parce que c'est comme ça que j'entends ta remarque. J'ai l'impression que, je peux parler encore une fois que Bien pour sûr, moi, mais dans mon processus d'écriture, ça permet de rendre l'hôpital, les institutions, l'autorité et la façon dont on va exister autrement là-dedans, ça permet de rendre tout ça cohérent, enfin de rétablir... ouais. Il y a un truc, effectivement, comme tu dis, qui est ultra littéral là-dedans, en fait, parce que c'est organisationnel, en fait. Voilà. C'est super intéressant parce que ton texte, justement, il est une manière quand même de revivre l'hôpital
mais d'une position toute nouvelle, Oui, de tout en haut, ouais, vraiment. en ayant exposé une espèce de géographie, quoi, quasiment de Maquette. topographie, Ouais. de maquette, Ouais, c'est une exactement. maquette. Un petit train de l'hôpital que tu fais tourner comme ça, ce qui, on va dire quand même, est une inversion de ta position. C'est une inversion totale. Tu vas en haut, tu montres les petits pions psychiatres, le gars de la cuisine sur qui vous avez un crush, je sais pas quoi. Et en fait, tu te mets en position d'architecte, quoi. Sur la question... J'adore. J'ai mes collègues. Ouais, j'ai vu. La cuisine, faut pas en parler. Ok. Oh, waouh. J'espère que c'est un sujet tabou non grave, genre. Oh, waouh, c'est limite. On va dépasser la poésie, et on va rentrer dans la politique et Ouais. on va se disperser. Bah, il y a droit. Mais en tout cas, bad vibe sur le cuisinier, quoi. Oh, waouh. Je lui souhaite de voir ça et de trembler. Balance-le à l'ARS, on a que ça. Genre. Exactement. Ouais, donc toi, la cohérence, c'est intéressant en tout cas. Mais c'est vrai que dans toutes les réponses, bah, toi, tu parles de la rationalité, mais il y a l'idée que la poésie, c'est vraiment une activité un truc qui agit sur le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que tout le monde ne dit pas ça. Genre les personnes typiques, les poètes, la bourgeoisie culturelle, si vous avez déjà foutu les pieds à la maison de la poésie, Dieu vous en garde, vraiment. On me valide, dans tous les sens, on me valide. C'est pas comme ça du tout qu'on parle de poésie. C'est pas du tout comme ça qu'on parle de poésie. Il y a des théories 19e sur l'expressivité du sujet. Ah bah machin, enfin, c'est des conneries en permanence. Bon, après, je suis pas hyper neutre, je préfère ce qu'on fait. Mais c'est vrai que personne parle comme ça de poésie. On en parle comme un acte magique. Personne parle comme ça de poésie. Il me semble, je sais pas, qui aime la poésie ici ? Qui peut témoigner ? Genre, est-ce que tout le monde en parle comme ça ? Moi, j'ai l'impression que c'est pas évident d'en parler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est magique et une organisation. Oui, mais magique et vrai, pas magique et faux. Non, magique et vrai. Et organisationnel. Exactement. Bah, elle donne forme, quoi. Ouais. Elle donne forme aux choses. Ouais, c'est vrai. Et ouais, elle est incantatoire parfois, mais en fait, elle est performative. Elle fait exister direct. Il y a un truc immédiat presque. Trop bien. Donc, la deuxième axe de réflexion, c'était de l'individu à la communauté dans l'écriture. Donc, c'est un peu ce que tu as commencé à décrire avec la relationnalité chez Firestone. Du coup, dans les textes qui nous ont occupés ce soir, l'écriture semble opérer un double mouvement. Il y a d'une part un recentrement radical sur soi, le poème est un lieu d'exploration intime et du surgissement d'une espèce de vérité profonde, quoi. Et en même temps, d'autre part, il y a une adresse à des semblables, à une communauté, qu'elle soit existante ou possible. Or, il est certain que nos communautés réelles sont absolument fragiles, absolument précaires, politiquement empêchées, et parfois les seuls lieux où on peut être ensemble, c'est l'hôpital. Il y a quand même de quoi se plaindre, vraiment. Et là, la question, ce serait, est-ce que la poésie peut constituer un lieu d'élaboration, sans doute précaire et insuffisant, d'un nous ? Quel statut des semblables et de cette communauté dans nos écritures ? Est-ce que la poésie fait advenir cette communauté ? Est-ce qu'elle contribue à la créer ? Ou bien, au contraire, est-ce qu'elle est symptôme de son impossibilité ? Moi, au début, je commencerai par symptôme de son impossibilité, mais tout simplement parce que avant d'écrire le texte, je voulais faire un film, je voulais faire des peintures, je voulais faire des choses visuelles. Et en fait, c'était pas possible de nous rassembler physiquement dans des lieux et d'imiter une réalité qui serait celle qu'on vit par des images. Et du coup, l'écriture, elle est venue, prendre le relais de cette impossibilité dans l'image. Un dessin animé, par exemple, je pense que ça serait possible, comme l'écriture. Et voilà. Qu'est-ce qui est impossible dans l'image ? L'impossibilité du rassemblement, tu peux préciser juste concrètement de quoi tu parles ? Parce que je pense que là, c'est le poids de l'institution de l'hôpital, de la hiérarchie des soignants qui fait que
que j'ai l'impression que, à part... Enfin, j'ai eu l'impression, en tout cas, en voulant faire un film, que ça serait qu'une espèce de caricature de communauté, mais pas une communauté telle que j'ai pu l'écrire, à savoir quelque chose où tout le monde est tramé à l'intérieur de... Enfin, ouais, où on est auto-tramé ou auto... J'essaie de savoir si c'est une impossibilité d'ordre disciplinaire, par exemple, à l'hôpital de se réunir, ou si c'est une impossibilité au sens où en nature, ce serait même pas suffisant. Qu'est-ce qui rend la communauté impossible à l'hôpital, par exemple, à l'hôpital. et qui fait que tu passes par un texte? Je réfléchis. Bah ouais, réfléchis. Non, vous avez la réponse. Non, c'était très pragmatique, très pratico-pratique. Mais c'est intéressant aussi. On a un nom, l'idée se passe comment en fait? Bah oui, je sais. C'est à ça que je pensais quand j'entendais Marine, en fait. Ouais. C'est à ça que je pensais, moi, en t'entendant. Il n'y a pas d'endroit? Bah non. Un couloir et une salle télé, non? Genre. Ouais, on est obligé de se créer des lieux un peu alternatifs où on n'a vraiment pas la place de se rassembler, mais on fait comme on peut, quoi. Et du coup, il y a eu cet atelier écriture où justement on a pu tous partager, là où on avait un lieu, on avait un espace. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as produit ces textes-là aussi. Et en fait, il y a une sorte d'évidence de... on lisait les textes, on n'avait pas besoin de penser plus que ça ou de les commenter plus que ça. On se retrouvait tous dans les textes. C'est ça, je pense, la beauté de la poésie et de l'écriture, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de dire plus. On n'a pas besoin de dire plus pour partager, quoi. Intéressant, parce que dans les représentations communes de la poésie, il y a cette idée que dans la poésie, il y a une forme au contraire d'opacité, tu vois. Disons, quand on en parle, on est complètement aux antipodes de cette idée-là, que c'est quasiment le brouillage du sens pour faire aller vers des fins. Que nous, il y a un truc un peu différent. Mais oui, moi, je pensais à ça quand tu le disais, c'est-à-dire l'impossibilité matérielle de la communauté, quoi. Impossible. Ouais. Merci. Si je peux rajouter aussi, c'est que, pour moi, ce qu'il y a de libérateur dans la poésie, c'est que c'est moi qui donne mes propres règles. À l'hôpital, il y a des règles qu'on comprend pas. Ouais. Ceux du premier étage, ils peuvent pas aller avec ceux du deuxième étage. Et on sait pas pourquoi. À partir de 19h45, c'est fini. On peut plus être avec les gens du premier étage. Et c'est incompréhensible. Et on sait pas pourquoi. C'est fait pour qu'on sache pas pourquoi. Mais eux-mêmes, ils ne le savent pas, en fait. Eux-mêmes, ils ne le savent pas parce que quand on demande pourquoi, en fait, on n'a pas le droit d'aller aux étages, c'est comme ça. Ouais, l'hôpital, c'est comme un lieu monstrueux dont personne ne parle jamais, mais ça fait trop du bien que vous puissiez... Justement, quand vous avez dit une irruption un peu pratico-pratique, j'étais là genre, please, vraiment. Parce que c'est ça aussi, l'impossibilité de la communauté. C'est genre, on est dans un drôle de monde dans lequel... En fait, nos mises en lien, le fait que, par exemple, tu sois là avec tous les collègues, tu disais, les collègues d'hôpital, c'est quand même, genre, vraiment, c'est trop bien. C'est trop chouette. C'est vraiment arraché à la temporalité disciplinaire et oppressive de l'hôpital un temps de... d'amitié, je sais pas. Ouais, mais c'est justement ce qu'on s'est dit et ce que je vous répétais, c'est que je suis trop heureuse de vous voir en fait en dehors de ces 4 murs de ce lieu de l'hôpital, quoi. Je me permets. Donc le troisième axe de réflexion que je voulais proposer, c'est pour une poésie politique et critique. Ce à quoi je voulais vous proposer de réfléchir, c'est que dans un contexte, quand même, où la figure du poète ou de la poétesse fou ou folle est tour à tour romantisée, fétichisée ou exotisée, et où les écritures issues des personnes, les écritures des personnes psychiatrisées sont le plus souvent anonymisées et portées par l'institution psychiatrique elle-même. On sait tous que quand on veut lire nos semblables, c'est dans des petits recueils faits par le psychiatre. Il y a son nom, il y a le nom de personne dedans. Il n'y a que des dingueries écrites, mais genre il y a le nom du psychiatre qui s'est dit « I see something in you », tu vois. Dinguerie. Et donc, dans un tel contexte, donc, où les poésies sont anonymisées, portées par l'institution psychiatrique, comment produire une poésie psy-dissidente véritablement critique et politique ? Dans quelle mesure l'écriture poétique peut-elle constituer une opposition et une résistance à l'oppression psychiatrique et saniste ? On a commencé à en parler un peu. Ouais, moi je peux bien aussi. Ouais, bien sûr. Dans la mesure où la figure de la poésie des fous, c'est une figure immonde, exotisée, fétichisée, romantisée, tout ce qu'on dit sur nous et la création en général. Pardon, je m'en vais. C'est n'importe quoi. Je veux dire,
C'est délirant. Et puis politiquement, c'est un discours de l'ennemi. C'est un discours de l'ennemi, ce discours-là. Donc, dans la mesure où il y a toutes ces figures, et aussi dans la mesure où l'institution psychiatrique se donne le pouvoir, en fait, d'enrober, d'entourer nos productions, elle l'a fait si souvent, en particulier sur la poésie, comment on produit une poésie qui soit une résistance à ça, qui soit critique, qui soit politique, et qui soit, en fait, on pourrait dire, irrécupérable. Qui ne puisse pas donner l'occasion à des personnes psytypiques et indemnes de dire « Waouh, tu vois, moi aussi, j'aurais bien aimé être fou », parce que, comme je disais sur la survie tout à l'heure, parce que ça leur donne un sens de l'image, ils sont créatifs, ils pensent en dehors de la boîte, là, tu sais. C'est ça. C'est clair? C'est plus clair? Ouais. T'as envie de dire un truc? Oui. Ouais. Ça va tourner, ça va tourner. Okay. Peut-être non, quelque chose du coup sur l'écriture, parce que peut-être que une manière de répondre, ce serait de se dire que l'écriture, du coup, c'est une activité et que, comme vous le racontiez, l'écriture, du coup, c'est des ateliers d'écriture, par exemple, et que donc c'est une situation avec plusieurs personnes qui se mettent à écrire. Il y a une proposition de se réunir, de penser ensemble ou pas à un protocole d'écriture. Ensuite de se lire les textes, éventuellement de les lire dans un contexte comme ça, en librairie, avec plutôt du public, mais sinon au sein du groupe de cet atelier d'écriture. Il me semble que je ne sais pas dans quelle mesure l'écriture peut être cet outil de résistance. Mais en tout cas, je pense que dans la manière d'écrire, il y a une réponse, mais ça revient à l'idée du collectif, mais que écrire ensemble mais surtout le faire à une certaine échelle, à certains moments de sa vie, dans certains contextes, que ce soit un contexte militant, amical, mais je pense que se répartir comme ça, diffuser l'écriture, observer quand est-ce qu'on fait l'écriture. Que ça correspond pas en fait justement à ce mythe que tu décrivais d'une personne isolée, en retrait, dans un bureau, que ça correspond pas à plein de choses en fait qui viennent isoler la personne qui écrit et qui du coup viennent un peu la rendre un peu désopérante en termes de transformation sociale. Ce que tu dis, si ça s'applique... Non, moi, je ne l'ai pas. Ce que tu dis, si on l'applique aussi à la question de la lecture et de la réception des textes, c'est exactement ce qu'on fait ce soir, par exemple. Oui. Le fait de faire du lien, faire du collectif, faire sortir 15 personnes de l'hôpital en perme, d'avoir négocié des termes pour venir parler à la régulière de poésie. En effet, il y a quelque chose de... Moi, si on appelle ça politique, je pense que ça me va d'être ensemble. Le cuisinier, tu sais quoi, on le... Moi, j'ai le seum contre ce cuisinier depuis tout à l'heure. Je vous rejoins, on est ensemble. Mais oui, de faire du collectif, en fait, de créer collectif en dehors du collectif pathologique et disciplinaire et oppressif. Grave d'accord, trop intéressant. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, ce que tu dis aussi qu'on fasse communauté et qu'on se voit tous en fait comme des créatrices et pas comme des objets de contemplation en fait. C'est ça en fait, ne pas se penser en tant que posture figée, mais en tant que créatrice, en tant que devenir, mais devenir actif quoi. En fait, on a le pouvoir et les mots ils nous donnent le pouvoir. Et en fait, j'ai pas envie d'écrire pour les psychiatres. J'ai pas envie d'écrire pour des gens qui me fétichiseraient. En fait, j'écris j'ai envie, quand je mets des tu dans mes poèmes, c'est pour parler aux fous, en fait. C'est pour parler aux folles, c'est pour parler, comme ton expression, je l'adore, mais semblable. Ouais. Ouais, c'est ça. Cette expression de mes semblables, au début, j'avais un peu une réticence à l'employer. Ouais. Je me souviens. Parce que je suis beaucoup... je suis attachée à l'altérité de l'autre. D'autant plus quand on parle de folie. Ma propre altérité, déjà, le fait d'être discontinue, d'être multiple. Moi, je me revendique comme multiple.
Et j'en ai fait une identité politique et c'est important pour moi, cette polyphonie intérieure. Mais en fait, cette polyphonie, elle n'est pas qu'intérieure, elle est collective. Et c'est ça, en fait, qui me... Cette horizontalité, le fait qu'on puisse parler ensemble et pas juste qu'on soit sur une scène ou dans un musée ou je sais pas quoi. Voilà, qu'on soit juste des objets à regarder. Waouh, c'est fascinant, cette personne folle qui a tiré de sa folie et de sa douleur. De belles images littérales. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, je dirais ça, ouais, une sorte d'agentivité, quoi, de pouvoir. Mais sur les semblables, ça me fait penser à un truc, c'est que cette expression, en fait, ce qui te faisait peur, parce qu'on est dans un réseau anti-psy ensemble, si ça vous intéresse. Anti-psychiatrie, du coup. C'est cette expression, en fait, moi, je pense que si je la défends, c'est pas seulement parce qu'il y a des choses en commun entre nous et que ce commun m'intéresse autant que nos différences et nos altérités. Je fétichise pas une espèce d'homogénéité, mais ce qu'on a de commun, moi, qui relève pour moi un peu du destin ou de l'expérience. Tout le monde ne fait pas dans cette société l'expérience de l'hôpital. C'est hyper rare qu'on fasse un événement public et qu'il y ait 15 personnes qui délirent sur « on voit très bien le self, on voit très bien les chambres 206, machin, que tu énumères ». Enfin, c'est rare. Et donc, il y a quand même du commun qui n'est pas anodin. Il y a aussi un autre truc, c'est que les semblables, c'est aussi ce qu'on produit. On produit cette communauté. Et c'est évidemment une communauté de patchwork, quoi. Juste pour dire, mais en effet, c'est intéressant que tu répondes toi aussi là-dessus sur la question de ce qui est politique, c'est l'agentivité collective, quoi. Merci. Pardon, j'ai peur de trop prendre la parole, mais c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a des auteurs non fous, vivants ou morts, que vous considérez comme vos semblables ? Par exemple... ouais, par exemple, Il a dit des auteurs non fous. Ouais, ça fonctionne pas. Non, Ou même est-ce qu'il y a un homme blanc hétérosexuel qui un jour de la poésie? Pourquoi tu veux savoir? Tu veux aller le lire, genre? Pourquoi tu veux savoir? Parce que la première question, c'était sur la différence entre Les écritures psytypiques et les nôtres. Du coup, je pensais au terme d'amis substantiels qu'on utilise parfois en poésie ou littérature pour dire qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a 200 ans et puis on se retrouve en lui. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous était arrivé ou qui vous arrivait. Bah moi, il y a Marx, je suis obligée de dire. Hein. J'ai péché, il y a Marx. Et tu connais ça... Ah, il est pas fou, non. Non, c'est que... Il connaissait, j'espère. Écoute, en allemand. Non, oui, il y a des gens, mais en fait, bah oui, bien sûr. Moi, je veux dire, je suis formée en philosophie. J'ai plein de... Mais c'est pas des... Tu te demandes si on les considère comme des semblables? Non, c'est autre chose. Des gens qui vous ont aidé à écrire ou qui ont formé votre... Bah oui, mais c'est pas des semblables, ça. C'est pas des semblables, ça. On peut avoir des... Genre, on peut être inspiré par le monde commun d'une manière ou d'une autre, mais ce sera toujours avec une forme d'étrangeté. Une forme d'étrangeté. Il n'y a pas cette chose un peu inqualifiable qui fait que... Moi, je le vis, ce que je disais tout à l'heure, je le vis comme un truc, un espèce de rapprochement quasi animal, c'est-à-dire une manière de s'identifier, de se reconnaître, de se capter, de se sentir. Ça passe par des choses infraverbales parfois, mais c'est un truc... rare, hein, quand même. C'est pas tout ce qui nous parle. C'est pas tout ce avec quoi on sent une affinité. Moi, Marx, il me nourrit énormément sur plein de trucs, mais c'est pas au même titre. C'est pas ta petite race, quoi. C'est pas ma petite race du tout. Alors là, non. C'est mon oncle. Genre. Ouais. Je propose qu'on applaudisse, si ça vous va. Merci à tout le monde pour la participation, c'était trop bien. Merci d'être nombreux et nombreuses. Je pense que ça a aidé aussi à ce qu'on puisse parler de choses qui en général ne sont pas dissibles. Et j'ai réservé pour 20 personnes au bar à côté où il y a des pizzas et à boire et tout. Ça s'appelle le Mistral Gagnant. C'est juste à... Ouais, 4 minutes à pied. Et genre vraiment tout le monde est le ou la bienvenue avec chien et enfants. Et comme ça on pourra manger, boire et parler de tout ce qui s'est passé. Ça vaut pour les libraires aussi qui nous ont invités si elles ont envie.
Et merci encore.